Bonjour à vous, chers auditeurs. Très content de vous retrouver pour un autre épisode du podcast Jamais assez. Cette semaine, on n'a jamais assez de marketing numérique. Je sors un petit peu des sentiers battus par rapport au cyclisme et à la performance sportive pour recevoir un collaborateur de longue date. Je reçois Gabriel Tassé. C'est un collaborateur de longue date qui m'a aidé à construire mes premiers sites web et qui m'a vraiment donné une direction dans ma présence en ligne. C'est un collaborateur qui a environ mon âge puis qui lui aussi a un parcours d'entrepreneur qui a parti sa business en marketing numérique. On a une discussion ensemble, vous allez voir, une discussion assez fascinante sur l'évolution du web depuis les 10 dernières années. Nous, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Vous allez aussi entendre des prédictions sur l'avenir du marketing numérique avec l'intelligence artificielle qui débarque, qui nous permet de produire une quantité infinie de contenu. Bref, c'est un épisode hyper intéressant à mettre dans vos oreilles. Si vous avez été curieux de suivre le parcours de Physio Vélo, je vais faire aussi des révélations, un peu des confidences de comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été les défis, comment c'est difficile, puis comment on a été nous-mêmes surpris de la réponse que vous avez donnée à tout le contenu qu'on a produit chez Physio Vélo dans les 10 dernières années. Alors, je tiens à vous dire merci parce que c'est grâce à vous qu'on a réussi à faire ça. Donc, sans plus tarder, je vous laisse l'épisode dans les oreilles puis je vous remercie de votre confiance. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, aux pages YouTube, aux différents réseaux sociaux pour suivre Physio Vélo et aussi à l'infolette qui est vraiment le curation de tout le meilleur contenu. C'est dans l'infolette, donc vous pouvez vous abonner directement avec le lien sous la vidéo ou dans le podcast. Merci beaucoup et c'est parti. Fait que pour ceux qui ne te connaissent pas, Gab, nous, on s'est rencontrés en 2015-2016, la première année que je commençais Physio Vélo. Puis là, vous étiez en train de partir votre boîte de marketing numérique. Puis j'ai eu besoin d'aide pour faire le premier site web. Puis là, on a fait plein de projets ensemble. Puis maintenant, écoute, on a passé comme 10 ans à faire des projets. Tu m'as aidé même pendant... Dans le fond, je suis un peu comme professional roaster, c'est ça que je comprends. Moi, j'arrive, je challenge, je brise les idées préconçues. Puis, un peu. Mais ce qui est bien aussi, c'est que je pense que tu as pris ton temps avant de me roaster. T'as appris à me connaître. Puis maintenant, récemment, dans le fond, une histoire qui est arrivée au printemps, c'est que même à l'hiver, tu avais écrit sur LinkedIn, en tant qu'influenceur LinkedIn toi-même, on pourra en parler. En tant qu'influenceur LinkedIn, tu avais écrit une publication, puis tu demandais s'il y avait des gens qui étaient intéressés être le case study, parce que maintenant, tu enseignes au HEC, à la maîtrise comme marketing numérique ou commerce numérique. J'enseigne à toutes sortes d'endroits. Là. Je fais le MSc e-commerce en marketing électronique. Je fais des petits trucs à l'école des dirigeants aussi, conférences here and there. Fait que, mais dans ce cas-ci, c'est à chaque session, en fait, ce que j'aime bien faire, c'est rendre des cours participatifs. Fait que, plutôt d'être dans l'apprentissage un peu théorique, de vraiment arriver avec une étude de cas, un cas clair, puis des défis. Fait que c'était l'idée un peu de. Là, j'étais comme, oui, Gab, je veux y aller. Puis là, tu m'as comme réécrit, je pense, tu as dit, t'es-tu sérieux? Tu veux-tu vraiment venir? Là, c'est de l'énergie, c'est de l'effort. Ouais, mais moi, dans ma tête, c'est toi qui me donnais de l'effort. Tu sais, c'est toi qui me passais 25 cerveaux pour réfléchir à ma business. Fait que moi, je trouvais que tu me rendais service. Tant mieux si tu trouvais que c'était un échange. C'est le temps de se déplacer à l'école, de venir faire un brief, de préparer la présentation, etc. Je pense que c'est quand même c'est donnant-donnant, en fait. Je pense que c'est ce que je trouve le fun de ça aussi. On peut peut-être commencer par là parce que c'est frais dans notre mémoire. Puis déjà, nous, tu sais, on a implémenté plusieurs idées qui ont été suggérées dans le cours qu'on a reçu. Le projet de fin de session, ça a été remis en avril. Fait que nous, on est allé le 16 avril dernier au HEC. Puis depuis quelques mois, à la suite de ça, nous, on a fait une embauche. On a réussi à mettre de l'avant vraiment tout le travail qu'on avait à faire sur nos pages de vente. Pour donner une idée, dans le fond, en fait, qu'est-ce que toi, tu as retenu de nos problématiques chez Physio Vélo? Déjà, je pense que ça peut être intéressant de comprendre aussi d'où on vient, là, dans le sens que, moi, ce que je retiens depuis le début, depuis que je te connais, c'est que je pense que tu as une passion pour créer du contenu, puis ça, c'est super. Je pense que tu es quelqu'un aussi de multiples projets, qui a besoin tout le temps. Puis on se rejoint, je pense, beaucoup là-dedans. Là. C'est peut-être aussi des qualités d'entrepreneur, là, la curiosité, la passion, être un peu dans tout en même temps, puis tout ça. Mais je pense que dans les dernières années, tu as su justement capitaliser sur ces forces-là que tu avais, puis de bâtir là-dessus. Moi, la surprise, parce que c'est pas une surprise pour moi que quand on s'est rencontrés, tu avais 500 abonnés, puis qu'aujourd'hui, tu en as, je sais pas, 30 000 sur Facebook, mettons, je fais un chiffron. Mais c'est pas une surprise pour moi, ça, honnêtement. Je pense que c'est un path qu'on voyait déjà dans ce temps-là, quand on s'est parlé il y a presque 10 ans. Mais
Moi, la surprise, ça a été de voir comment aussi tu es sorti du Québec avec ça. Puis ça, j'ai trouvé que c'était un take intéressant. C'est un approche aussi, c'est un angle que je prends beaucoup maintenant, c'est niaiseux, mais je te prends un exemple souvent dans des rencontres avec des clients, dans des cours à l'école et tout ça, de dire, regardez, ça, c'est un exemple de comment souvent on peut il y a plein d'angles morts à créer du contenu puis qui sont positifs, là. Qu'on oublie ou auquel on penserait pas. Ouais. Cette idée-là, de dire que tu sois sorti du Québec aussi, ça, j'ai trouvé ça, c'est une belle surprise. Par la formation, notamment, puis tout ça. Ouais. Puis c'était une surprise. Comment c'est arrivé, je le raconte quand même assez souvent, je l'ai peut-être raconté à ton groupe à la maîtrise, c'est que on a créé beaucoup de contenu, puis l'algorithme s'est chargé de le diffuser aux gens pour qui c'était pertinent, surtout sur YouTube, qui est comme vraiment une plateforme, je trouve, qui a jamais cessé de croître à un rythme plus lent, mais qui a toujours été très, très steady dans sa croissance. On est rendu à 30 000, justement, sur YouTube. Facebook, ça reste toujours autour des mêmes. On était comme à 16-18 000. Puis sur Instagram, on a connu un peu de croissance, mais je pense qu'on n'a pas réussi à faire... Faites-vous du TikTok un peu aussi? Non, on n'a pas... c'est correct, de toute façon, ça risque d'être banni en Amérique du Nord dans les prochains mois. Écoute, c'est que Mané, comme tu dis, il faut choisir un peu... faut apprendre à bien créer pour la plateforme. Puis je pense que ce que j'ai bien appris à faire, c'est du YouTube. Fait que du contenu informatif qui est comme un peu la bibliothèque pour le cycliste qui veut soit être confortable sur son vélo, soit en apprendre davantage sur la performance, la nutrition, tout ça. Puis, tu sais, dans le fond, pourquoi on est allé en Europe, c'est qu'il y a des Français qui nous ont approchés. Mais c'était une surprise, C'était une surprise, on n'attendait pas ça. On fait du contenu pour les Européens. Là. C'était vraiment comme, hey, on a entendu parler de physio vélo. Qu'est-ce que tu peux venir nous offrir? Moi, quand j'ai reçu ça, honnêtement, je pensais que c'était genre un ami qui me trollait. Là. J'étais comme... Je montrais le courriel. Comme les gens qui mettent des Nintendo 64 sur Kijiji à vendre là, pour 60$. Là. T'es comme meilleure façon de troller un ami, ça. Ça, c'est vraiment... Ouais, c'est un bon exemple. Tout le monde veut un 64. Mais bref, tout ça pour dire que c'est effectivement un angle mort. Puis au fil du temps, ça allait évoluer. Puis on dirait qu'à cause de cet angle mort-là, moi, j'ai toujours comme... Une des choses, là, c'est que moi, je suis chanceux parce que j'ai deux aspects, deux endroits où je vois mes fans. Je les vois en vrai, dans ma clinique. 100%. Puis ça, c'est vraiment cool parce que j'ai comme une relation plus engagée, plus organique, plus humaine, organique, plus humaine. Les gens qui me disent qu'ils ont aimé le contenu, je dis quel contenu t'as aimé, puis qu'est-ce que t'aimerais qu'on fasse, ou s'ils me disent quelque chose qu'ils n'ont pas aimé, c'est plus rare, mais je vais vraiment dig in pour dire OK, c'est quoi? Qu'est-ce que toi t'aimerais? Parce que tout le monde, on en a parlé de la perspective de consommation des réseaux. Puis là, j'ai l'autre audience qui est totalement en ligne. Cette audience-là, elle veut des choses, puis souvent, l'algorithme, quand je vais faire, par exemple, de l'opinion d'expert, j'ai fait une vidéo j'ai appelé ça la fin du gravel bike. Bon, là, les gens étaient comme c'est clickbait, mais je donnais mon take sur une angle que l'industrie prenait sur la fabrication de certains vélos. Puis, il y a eu des centaines de commentaires, puis honnêtement, des commentaires longs, là, genre plusieurs paragraphes. Ça touchait quelque chose, ça touchait l'émotion. Ça touchait l'émotion des gens. Puis je les ai lus, puis à la fin là, d'avoir lu les commentaires, j'ai changé d'idée. Parce que j'étais comme, OK, finalement, moi, j'ai créé un contenu sur le vélo de gravel, OK? Puis T'as-tu fait une V2, là, cette vidéo-là, non, après? Mais il faudrait que je m'en vienne avec ça. Tu t'exposes aujourd'hui, là, tu dis, gang, je pense que j'ai je pourrais changé le faire. Puis je pense que c'est la première fois aussi que, tu sais, je vais mettre en ligne le fait que j'ai changé de perspective parce que je me suis dit, OK, les Européens, là, la culture du vélo de gravel est complètement différente de la nôtre. Puis quand j'ai lu les commentaires, j'ai dit, waouh, c'est bien plus étoffé comme réflexion que ce que nous, on a, en tout cas de ce que moi, j'avais comme perspective sur le vélo de gravel au Québec. Fait que j'ai beaucoup de... C'est une relation qui est riche en ligne, qui n'est pas complète, qui n'est pas humaine, qui n'est pas, mettons, transcendante comme quand j'aide un patient inconfortable puis que pour lui, tu sais, j'ai vraiment changé sa passion pour le vélo. Mais ça reste que j'ai plusieurs inputs. Tu sais, pour moi, c'est toute de l'information. Puis quand j'ai des commentaires désobligeants ou des commentaires, tu sais, des fois misogynes par rapport au membre de mon équipe, tu sais, moi, je délite ça, puis... Passe au prochain. J'ai même... Tu sais, je suis comme... Ça vaut même pas mon attention. Non, exact. Fait, c'est comme... je sais pas où on s'en allait avec ça, mais le fait, c'est que, dans le fond, c'était une surprise pour moi. L'angle mort de créer du contenu, c'était vraiment par passion, puis honnêtement, c'est parce que mon horaire était pas rempli, tu sais. Mais je pense que aussi, tu as trust le process à quelque part là-dedans, ça, je pense que c'est quelque chose qui est important, tu sais. Souvent, on a l'impression... Je pense qu'on est un peu dans... On est dans une génération qui a envie d'avoir tout de suite. Les résultats, il faut que ça arrive demain, tout ça. Mais je pense qu'à quelque part là-dedans, t'as su comme courir un marathon et non essayer de
courir le sprint puis d'avoir les résultats demain. Je pense que c'est ça, faire du contenu aussi. Il faut avoir la vision long terme puis comprendre où on s'en va avec ça. Puis je pense que ça, c'est une approche... J'ai trouvé ça intéressant, en fait, d'avoir cette rétrospective-là versus 2016. De dire, ben, regarde, crime, la même ligne directrice qu'on s'était dit au début, de dire, regarde, comme, prends ton savoir, prends ta connaissance, prends ce qui est dans ta tête, puis ce que tu as de pertinent à dire, en fait, partage-le avec les gens, peu importe le format. Ouais. Parce que ça, c'est intéressant aussi. Tu sais, quand tu as commencé au début, c'était des blogs, des petites vidéos here and there ou des posts sur Facebook. Puis là, tranquillement, pas vite, tu as transitionné vers une logique de contenu beaucoup plus multimodal avec des vidéos sur YouTube, etc. Des trucs qui tu sais, de la vidéo qui se transforme en texte, une vidéo longue qui se transforme en short. Puis ça, c'est intéressant aussi, tu sais, on s'en va vers ça. Tout le monde a une façon différente un peu de consommer son contenu, puis ça, je pense que tu l'as bien approché. Mais moi, je veux pas qu'on me porte des qualités que j'ai pas, là, dans le sens que j'avais pas une vision claire de où je serais dans 10 ans. Ouais. J'étais plus dans... T'as trust le process? Ouais. C'est ça que je veux dire. C'est comme à l'entraînement, dans le sens que quand moi, j'ai fait de la natation, après ça, j'ai fait du triathlon. Quand je m'entraînais à chaque jour, je trouvais ça le fun de m'entraîner à chaque jour. Ouais. La course, là, à la limite, pour moi, ça a toujours été un peu anxiogène parce que... C'était pas là que j'avais le plus de plaisir. Moi, ce que j'avais du fun, c'était m'entraîner avec ma gang puis me dépasser. Puis, tu sais, j'avais la motivation intrinsèque de la maladie que je voulais rester en santé puis tout. Mais pour moi, c'est la même affaire. Puis, tu sais, j'ai un bon ami, Alex Sereno, justement, qui m'a fait beaucoup de mentorat. Puis, c'est comme le sport. Je veux dire, c'est la même chose. L'entrepreneuriat, c'est la même chose. Tu essaies juste de bien faire les choses à chaque jour. Puis, finalement, le compounding effect t'amène où tu peux même pas imaginer, tu sais, c'est quoi. Tu t'améliores d'1% par jour. Ouais, rien. T'sais. Juste une petite affaire. Un petit pourcent par jour, par semaine. Tu vas te réveiller dans un an, tu vas avoir accompli quelque chose. Exact. L'année, tu sais, rapplique ça sur 10 ans, puis ça donne où vous êtes aujourd'hui, je pense. Puis, tu sais, je ferais le parallèle avec Click et Mortar aussi. C'est la même chose qu'on a vécu. Tu sais, quand on s'est rencontrés au début, on était deux petits culs, là, littéralement. Chacun de notre côté, on partait nos business. On était où? On était genre sur un café sur Beaubien. Ouais, c'est ça. Puis bon, parce qu'on n'invitait pas les gens au bureau, parce que le bureau, c'était dans mon 4,5 à Saint-Michel. ouais, clairement. Fait que, c'est ça. Puis j'irai avec ma question que j'avais envie de te poser. C'est vraiment, tu sais, dans ces 10 années-là, qu'est-ce qui pour toi était le plus prévisible dans ces 10 années-là, mettons, sur la stratégie de communication sur Internet at large? Puis aussi, après ça, peut-être une chose qui t'a surpris. Une direction qui t'a... Je suis sûr qu'il y en a plein. T'es comme des affaires qui m'ont surpris, il y en a plein. Mais une chose qui est resté le même, tu sais, peut-être justement ce que tu disais, le travail acharné au quotidien. Tu sais, première chose, ça a changé, mais ça n'a pas changé en même temps, dans le sens que oui, il y a peut-être 50%, par exemple, de ce que j'enseigne dans des cours ou ce que je donne en consultation, coaching à des clients, qui a changé ou qui change à tous les mois, change à toutes les années. Tu sais, ça, c'est une des particularités en ligne aussi, là, c'est que tu sais, MySpace, ça a duré 10 ans, c'est fini. Tu sais, il faut que tu passes au prochain tout le temps. Même aujourd'hui, on le voit avec Facebook, ben, c'est rendu une plateforme un peu plus mainstream où tu sais, les jeunes, par exemple, se retrouvent moins sur cette plateforme-là. Fait que tu sais, il y a ces changements-là continuels là, qui ont grandi un peu avec les audiences, ont grandi un peu avec le consommateur. Fait que tu sais, oui, il y a le changement, mais tu sais, si on va dans qu'est-ce qui est la ligne directrice puis ce qui reste de tout ça. Moi, ça fait 10 ans que ce que je dis, c'est simple, c'est si vous avez rien de pertinent à dire, dites rien. C'est essayer de comprendre qu'est-ce qui sont les pains, les enjeux, les questions que les gens, que votre audience, que votre client cible, par exemple, peut se poser. Si vous avez la réponse à ces questions-là, c'est la meilleure façon de travailler. C'est ce qu'on a fait même. Si tu regardes ce qu'on fait avec tous nos clients, mais tu sais qu'avec Physio-Vélo, je pense que tu as bien appliqué la logique que tu dis tantôt, de dire je vais regarder les commentaires, je regarde ce qui crée comme une émotion, ce qui crée une discussion, puis ben OK, on part là-dessus, puis on grow sur ça. Puis c'est la meilleure façon. Donc, dans le fond, de co-créer peut-être. Une espèce de mentalité de co-création, de ne pas essayer de sortir juste ce qui est dans notre tête, de trouver une façon aussi de comme dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais dans le bon sens du terme, là, parce que ça pourrait être perçu comme négatif de dire ça, mais d'amener des sujets, en fait, qui sont d'intérêt public puis que les gens ont envie d'entendre parler. Là. Ça je pense que c'est le processus que j'ai fait jour 1, c'est-à-dire de demander aux clients c'est quoi le vidéo qu'ils aimeraient. Exactement. C'est quoi l'éducation qu'ils leur demandent, la question qu'ils ne comprennent pas, parce qu'au début, tu sais, je me suis dit, OK, je peux créer du contenu sur ce que je sais, mais après ça, qu'est-ce qui est vraiment le pinpoint que les gens ont de la misère à régler? Puis même si tu vas dans ma chaîne YouTube, tu regardes les vidéos par nombre de vues,
c'est facile, là. Ouais. T'es ça, là, les questions, là. La question, Voilà. c'est tout le temps, genre, la hauteur de selle, le recul de selle, puis les douleurs aux genoux. Genre, dans le top 3, là, je vais parler de ça pendant les 50 prochaines années, puis je vais demeurer relevant parce que, genre, le corps humain ne changera pas tant, puis ça va demeurer des questions qu'il faut adresser. Puis, je sais pas c'est quoi le... Tu sais, toi, je sais pas si c'est de l'humilité, la question qui... La prédisposition de se présenter, parce que du contenu mauvais, je veux dire, mauvais. Il est-tu mauvais, le contenu mauvais que je produis? C'est comme subjectif un peu la nature de c'est-tu bon, c'est ça que tu veux dire? Il n'y a pas de view, tu sais. Puis honnêtement, je vais te raconter une affaire sur le podcast parce que les gens ne savent pas qu'aujourd'hui, je suis on a mission pour que tu partes ton podcast. C'est ça. Mais une des affaires... Ça fait cordonnier mal chaussé d'être en marketing pour de podcast en 2024, non? Non, mais je pense que... Non, mais ta question est la bonne, tu sais, dans le sens que tu cherches le meilleur angle pour que les gens soient intéressés. Ben, je reviens à la base, là, c'est exactement ça. T'sais. Ça fait 5 ans là, que chez Click, on se dit hey, ça serait intéressant de faire un podcast, de faire quelque chose, de faire du contenu. Puis la seule raison pour laquelle on le fait pas, c'est parce que on ne voit pas d'angle. On n'a pas trouvé un angle qu'on dit hey, ça, on arrive avec quelque chose de différent. T'as-tu on arrive avec quelque chose de nouveau. Ben, je pense que c'est la prochaine étape. Là. Ouais, je pense cordonnier mal chaussé. Ouais, ben, non, mais on est tout le temps même, dans le sens, c'est vraiment tout le temps ça, mais dans ma mission pour te convertir au podcast, OK? L'année passée, j'ai sorti 12 épisodes en 2023. C'était un travail monstrueux. J'ai eu la chance d'être épaulé par Simon Cahouette de Hiver Productions qui m'a aidé à tout mettre ça en place. Il était là à tous les enregistrements. Puis ça m'a comme donné le stress nécessaire pour l'accomplir, cette mission-là, de partir un podcast puis me sentir à l'aise à faire des entrevues. Puis dans tous ces 12 épisodes-là, il y a des épisodes que j'ai trouvé vraiment difficiles, des entrevues plus difficiles à mener. Puis il y en a d'autres que j'ai trouvé vraiment personnellement super agréable. Puis j'étais comme, wow, c'est tellement le meilleur épisode. Puis le plus fou dans tout ça, c'est que tous les épisodes, c'était le meilleur épisode de quelqu'un. Fait que là, des fois, je sortais un truc, puis j'étais comme, celui-là, je l'ai trouvé difficile à mener. Genre, on dirait que j'étais pas. Moi, en fait, c'est que moi, ma subjectivité faisait que j'étais pas à l'aise dans l'entrevue, ou je trouvais que ça allait pas aussi bien, ou que peut-être que, je sais pas. Mais ce qui est arrivé, c'est que tout le monde a eu un des épisodes qui était comme cette entrevue-là, man, est-ce qu'elle était bonne? Ça m'a vraiment touché pour X, Y raison. Tout le monde a son vécu personnel, tout le monde a sa raison de consommer un contenu. Puis finalement, ben, tous les épisodes ils ont été appréciés, mais par des audiences différentes. Puis même, je vais aller plus loin que ça. Il y a un des trucs que j'ai réalisé récemment en faisant une entrevue avec Charles Ouimet, l'influenceur cycliste. On parlait des marques de bike. Là, on avait un geek talk sur l'industrie. Puis il m'a dit, tu sais, Guillaume, il y a toujours un public pour un produit. Genre, ils vont pas s'en aller, ces gens-là, tu sais. Ouais, sinon, la marque n'existerait simplement pas. Non, mais c'est ça, il était comme, il y a une demande pour chaque produit, fait qu'il faut qu'il y ait une diversité d'offres. Puis ça m'a vraiment fait réaliser de quoi, tu sais, parce que là, on travaille sur des projets d'AI avec Physio Vélo, on travaille sur des trucs vraiment funky, puis le monde se commence, ça va vous remplacer. Je suis comme, non, c'est que si je peux accompagner les gens qui veulent un produit gratuit, un produit pas cher, un produit moyennement cher, puis un produit super cher, mais que j'ai une offre pour toutes, ben je descers tout le monde. Puis la personne qui consomme le produit gratuit, c'est pas la même personne qui consomme le produit. Fait que, tu sais, t'en as pour tout le monde, mais bref, pour le podcast, je pense qu'une des choses, c'est qu'un contenu qui est moins bon, que toi, tu trouves moins bon quand tu le produis, ça arrive genre vraiment souvent. Puis à chaque fois que j'upload des vidéos sur YouTube, là, on a genre une vingtaine d'avance jusqu'à la fin de l'année 2024. Toutes nos vidéos YouTube aux 2 semaines sont déjà filmées. On a pris des thèmes qui sont pas... Fait que là, ce podcast-là, c'est en 2027, right? Non, non, dans le fond, ce que je fais cette année, c'est qu'une semaine, je sors un podcast, puis une semaine, je sors un YouTube. Trop cool. Mais le podcast sort aussi sur YouTube, mais j'ai un contenu par semaine sur YouTube, puis on alterne comme ça. À chaque fois que j'upload une vidéo sur YouTube, des 20 capsules qui me restent, j'ai aucune idée comment il va fonctionner. Puis genre, j'ai une collègue, Ariane, qui fait vraiment des bons vidéos explicatifs qui durent 15 minutes. Puis sur YouTube, 15 minutes, des fois, c'est trop long. Genre, ça dépend comme ce que la personne recherche. Puis là, elle explique un phénomène de douleur au genou, même de long en large, avec toutes les nuances. Puis tu sais, la nuance, là, à l'ère de l'Internet, c'est pas genre... On dirait pas que c'est ça. Parce que tout le monde a un peu un déficit d'attention. Tout le monde a un déficit d'attention. Puis là, tu te dis, OK, la game, c'est de faire du rapide 30 secondes puis donner une réponse genre simplifiée de tout. Puis ma collègue Ariane est vraiment bonne parce qu'elle fait genre, non, tu sais, j'ai besoin de 15 minutes pour expliquer le concept puis je vais donner plein d'exemples, mais genre, c'est très nuancé. Puis c'est des vidéos qui sont virales. Tu sais, dans le sens... Mais, tu sais, on parlait dessus des tendances tantôt, je trouve ça intéressant. Tu sais, tu me posais même la question comment ça évolue et tout. Puis je sais pas si tu as suivi ça un petit peu récemment, mais il y a
dans les prochaines années, on parle notamment de low-tech, slow browsing, de trucs comme ça qui sont un peu des nouvelles tendances, un retour un peu à consommer du contenu pour consommer du contenu et non l'espèce de flux infini de 30 secondes pour stimuler notre dopamine puis nous exciter, là, puis lobotomiser notre cerveau. Là. Fait que je pense que aussi les générations plus jeunes, j'en parlais avec un collègue au bureau récemment qui est beaucoup plus jeune, là, début vingtaine, puis il disait, nous, on est comme conscientisés au fait que, oui, on est né avec des téléphones dans les mains, mais on est conscientisés au fait aussi qu'il faut apprendre, comment il disait ça? Il disait l'importance de l'ennui, l'importance de s'ennuyer. Puis puis là, on va dire s'ennuyer. Est-ce qu'écouter une vidéo sur YouTube de 15 minutes, c'est de l'ennui? Peut-être pas l'ennui le plus... le plus ennuyeux. Il pourrait avoir aussi une journée de pluie, rien faire, puis comme être là à contempler l'existant. Là, mais c'est ça. Fait qu'il y a quand même ces tendances-là. Les gens, ils veulent se décrocher un peu des téléphones, des notifications, de tout ça. Je pense que la pandémie a contribué à ça beaucoup aussi parce que on a, comme tout le monde, fait une overdose en quelques années. Là. Ouais. Fait que tout ça pour dire qu'encore là, je reviens à la base. Puis c'est peut-être que vous le faites inconsciemment, mais je pense que la force, c'est ça, c'est vous êtes comme tout le temps un peu en avant sur les tendances et tout, tu sais. Puis ça, c'est un exemple de tendance de dire, non, mais tu sais quoi, si les gens ils ont envie ou sinon on pense que c'est ce que les gens ils ont besoin, une vidéo de 15 minutes qui explique de long en large comment est-ce que X ou comment est-ce que Y, mais faisons-le, puis regarde, on verra qu'est-ce que ça donnera. Puis trust the process. Pour te donner encore plus de gaz pour que tu partes ton podcast, pour moi, le podcast, c'est ça. Ouais, exact. C'est du contenu que les gens consomment de manière engagée. Ouais. Puis même, je dirais, le podcast, la différence, c'est le niveau d'intimité. Ouais. Parce que quand tu l'écoutes en faisant la vaisselle ou en faisant une activité que pour toi, c'est comme un moment de détente que tu te permets, je sais pas, tu jardines, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je pense qu'il y a un niveau d'intimité dans le podcast qui fait vraiment du bien. En tout cas, moi, c'est de la manière que je le consomme. Là. C'est vraiment, pour moi, c'est pas du divertissement. Je suis là pour m'engager sur une plus longue période en échange de mon attention. Ouais. Ce que je désire recevoir, c'est du contenu avec une pertinence élevée, puis des experts qui s'en tiennent à ce qu'ils connaissent. Ouais. Puis c'est ça que j'essaie de faire. Parce que c'est ça que je consomme. Fait que, encore là, j'ai un biais, moi, dans ce que je produis parce que j'essaie de produire ce que j'aime consommer. Ben, ça revient, je pense qu'encore là, ton approche est très... à calquer beaucoup de ta personnalité qui est d'aimer un peu découvrir plein de choses, de ta curiosité, tes multiples projets et tout. Il y a ça là-dedans aussi. C'est ce qui est le fun te donnerait raison. Ouais, OK. Chers auditeurs, je prends 30 secondes de votre temps pour vous remercier pour votre attention. C'est toujours surprenant de voir que les gens consomment nos podcasts dans leur entièreté. Vous êtes vraiment ultra fidèles, ultra reconnaissants de ce qu'on produit comme contenu. Puis ça, je le vois comme une marque d'affection. Même si on ne se côtoie pas à tous les jours, on se côtoie parce qu'on est dans vos oreilles, on est dans votre téléphone, puis on essaie de vous apporter du contenu qui vous fait plaisir puis qui élève un petit peu la conversation. Donc aujourd'hui, c'est un épisode spécial. J'en profite aussi pour vous demander si vous avez l'intérêt d'aller en profondeur dans les sujets cyclistes et de la performance sportive et parfois du marketing et qui sait ce qui nous attend dans les prochaines invités du podcast. Bref, abonnez-vous à l'infolette. On a déjà plus de 3500 passionnés abonnés à discuter à toutes les 2 semaines. Sur ce, je vous laisse terminer l'épisode et je vous remercie encore une fois. Bonne écoute. Si on prend par défaut l'auditoire de Physio Vélo, je pense même pas qu'une personne comme moi fasse tant de sens que ça à la base de, si tu reviens à la niche du bike fit puis tout ça, je suis pas ici pour parler de sport, tu sais. Par contre, ça reste que toi, dans ta réalité, je suis quelqu'un qui, je crois, si tu m'invites ici aujourd'hui, a changé un peu ta façon de voir les choses. Tu fais partie de l'histoire du brand. Ouais, les gens, mettons, ils aiment ce que le brand peut représenter. Ils s'attachent aux gens. Puis toi, tu contribues à l'histoire de Physio Vélo. Puis les gens veulent connaître, je pense, cette histoire-là. Moi, quand je m'engage avec une marque, j'aime bien comprendre ce qui drive la marque. Parce que mon engagement, les choix que je fais, il faut que ce soit corrélé. C'est une identité là, qu'on crée quand on consomme des contenus. 100%. Une marque a une personnalité. Là. C'est 100% ça. Je trouvais que, tu vois, je m'excuse, mais je trouvais que de faire un podcast,
C'était genre ça, la partie de la personnalité qui manquait à Physio Vélo. Je comprends. C'était cette partie. T'avais comme la facette un peu très formelle, un très cliché, expertise et tout ça. Puis là, c'était comme, on peut-tu montrer un petit peu aussi ce qui se passe derrière les rideaux? Ouais, puis tu sais, l'humanité, les défis. Ouais. Parce que les gens sont comme, tu sais, nous, quand ils nous rencontrent, j'ai souvent, ça marche tellement bien, le Physio Vélo, bla. Oui, ça marche bien, mais c'est pas je veux dire, des échecs puis des moments difficiles, il y en a genre au quotidien puis de manière hebdomadaire. Puis pour moi, le succès, je pense que quand les gens te disent ça, des fois, peut-être qu'ils font référence à la notoriété ou le nombre de vidéos qu'ils voient passer sur leur téléphone. Mais pour moi, ça va au-delà de ça. T'sais, moi, ma manière de voir le brand, c'est à quel point... sur le long terme, la relation que les gens ont avec nous, elle a de la valeur. Fait que, est-ce qu'ils ont des services à la hauteur de ce qu'ils veulent payer? Est-ce qu'ils ont des contenus qui les aident à être mieux sur leur vélo ou à réfléchir à d'autres enjeux? Je pense que moi, je suis très long-term, puis en fait, le long-term, il est comme le 1% au quotidien que tu disais, c'est-à-dire que à chaque vidéo YouTube, j'essayais de faire meilleur que le dernier, puis je le sortais quand il n'était pas. J'ai jamais visé la perfection. Ça, c'est peut-être l'autre affaire aussi. C'est inatteignable, la perfection. C'est inatteignable parce que, tu sais, il y a des vidéos qui sont parfaites dans les yeux des gens qui les consomment, mais moi, je trouvais qu'il y avait peut-être des choses à retravailler ou, tu sais, quand tu commences à créer du contenu, là, t'es comme, le son, il m'agace parce que t'as tellement édité de son que t'entends une petite niaiserie. Je trouve ça fou parce qu'on voit un peu souvent ce parallèle-là même à... Ça peut être une motivation de plus aux gens pour se lancer aussi. Puis je pense qu'il y a cette nature-là aussi. Ouais, pour me lancer moi-même, personnellement, c'est ça. Si tu me convaincs moi, on convainc les autres aussi. C'est ça qui est intéressant, mais... Tu sais, l'espèce de... Bon, je pense que oui, l'angle de contenu, tu vas avoir de quoi de pertinent à dire. Mais après ça, tu sais, dans le comment tu vas le dire puis tout ça, je pense qu'en fin de la journée, il ne faut pas non plus tout le temps attendre la perfection. Comme tu dis, moi, il y a un truc que je trouve qu'on voit souvent, c'est notamment qu'il y a tellement d'artistes qui ont juste finalement jamais lancé leur carrière parce que ils ont un backlog de 35, 40, 50 chansons à quelque part dans un ordinateur qu'ils attendent le meilleur moment. Mais tu sais, à la fin de la journée, là, les Justin Bieber de ce monde, là, ça a parti sur YouTube enregistré avec une caméra 480p probablement, puis c'était un peu tout croche, puis crime, ça a fonctionné. Fait que tu sais, je pense qu'à un moment donné, il faut pas avoir peur d'essayer puis de réessayer. Puis, tu sais, je vais continuer ma démarche pour te convaincre. Tu sais, la première saison que j'ai faite dans le podcast Jamais assez de Physio Vélo, Jamais assez, pour moi, ça représentait cette espèce de quête-là de ma personnalité de toujours en... Puis c'est pas jamais assez, ma blonde, elle m'a bien convaincu que finalement, c'était toujours plus. Genre, je veux toujours un autre projet, mais je trouve que j'en ai assez, tu sais, genre dans le sens qu'au quotidien, je suis vraiment content de ce que j'ai comme travail, des défis que j'ai, de ma vie familiale, de tout ça. Mais il reste que quand j'ai lancé ça, la première saison, pour moi, est différente de la deuxième. Tu sais, j'ai réaligné la deuxième parce que la première, j'ai dit, OK, j'ai vraiment aimé ça, faire ça, puis je pense que j'avais besoin de faire une première saison plus personnelle avec des histoires. Puis là, tu sais, j'ai réaligné la deuxième saison. J'ai dit, OK, on va revenir un peu à notre Geek Talk, puis je vais inviter du monde, puis là, on va aller là. On a fait un épisode niché là, où est-ce qu'on parle des matériaux de vélo, la fabrication du carbone, du composite, puis du sens, mettons, des couches de carbone. Parce que je me suis dit, hey, ça, il y a du monde là, qui trippe là-dessus. Pas mon amateur qui ça l'intéresse pas, mais j'ai une certaine proportion de mon audience que eux, ils veulent le plus geek du geek. Ça va peut-être faire seulement 1000 views au lieu de 20 000. Mais man, les 1000 views, là, le monde va triper comme moi, j'ai trippé en faisant l'entrevue. Fait que, tu sais, quand tu vas lancer ton podcast, tu vas le lancer bientôt, là, dans les prochains mois. Cet après-midi, je pars là-dessus. Puis là, tu vas lancer ça, puis tu sais, tu vas comme le réaligner au fur et à mesure de tes invités. Puis c'est ça qui est nice aussi, c'est que ça peut évoluer. Tu sais, c'est pas statique. Puis à chaque épisode, ben, tu choisis, tu sais, toi, tu en as plein là, des contacts dans l'industrie. Tu peux inviter des clients, tu peux inviter des gens des HEC, tu peux inviter des experts. Tu peux faire un épisode avec Olivier où est-ce que vous parlez de votre histoire puis vous faites genre les bons coups, les moins bons coups. Ben, il va falloir commencer en fait un épisode avec Olivier Maud. Tu viens nous interviewer. Pour, ça va me faire vraiment plaisir. On va voler ton concept. 100%. Ça va me faire vraiment... Oui, c'est vrai, vous allez être le premier. OK, parfait. Je suis vraiment down. Ouais, je vais bien me préparer. Ça va être très drôle. Mais après ça, c'est que, tu sais, le format podcast, ben, c'est du slow intake, là, dans le sens que tu le consommes lentement, tu es engagé. Mais après ça, ben, le format évolue. Tu sais, les gens me demanderaient aujourd'hui pourquoi tu as invité Gabriel parler de marketing numérique. Parce qu'il fait partie de l'histoire de Physio Vélo. Puis il y a plein de gens qui, sans doute, consomment Physio Vélo en se disant, man,
des nailed it, genre sur Internet, ils ont vraiment compris, puis là, ben, ils vont comprendre que je comprenais pas tout au début, puis que tranquillement, je comprends plus, puis là, c'est le temps de faire la joke des push-ups. OK, fait que pour la petite histoire, je donne le contexte, tu donneras ton histoire après, OK? Fait que, dans le fond, on est allé au HSC, j'ai présenté le truc, j'ai dit, OK, physio-vélo, ça fait X montant de dollars à la clinique, on fait X montant de dollars en formation, j'ai vraiment besoin d'être meilleur dans ma vente de formation parce qu'en ce moment, nos funnels d'acquisition sont pas bons, nos pages de vente peuvent être meilleures, puis on en vend quand même pas pire. T'sais. Fait que genre, qu'est-ce qu'on doit améliorer pour doubler notre volume de vente de formation pour permettre à d'autres gens de devenir, entre guillemets, aussi bons que Physio-Vélo dans la prise en charge des cyclistes. Là, on est allé voir les présentations des équipes, plein de bonnes idées. Les étudiants étaient vraiment nice, ils étaient vraiment engagés. Là. C'est un privilège là, de pouvoir recevoir ça. Puis après ça, toi puis moi, on s'est fait un meeting avec mon équipe. Puis là, on a fait C'était comme le débrief. C'était comme le débrief. Puis, tu sais, moi, une des choses que j'ai retenues, c'est que tu m'as dit quelque chose qui m'a vraiment, finalement, après me l'être fait dire par 20 personnes, si c'est pas plus, qu'il fallait que j'oriente un petit peu mieux mon contenu. Je te laisse raconter qu'est-ce que tu as dit. Non, mais je pense que, tu sais, l'idée derrière, c'est ça, je reviens à la base, tu sais. Clairement, une machine à contenu, physio-vélo. Tu as su, moi, un autre truc que je trouve super intéressant, c'est que tu as su embarquer ton équipe. T'sais. Ça, c'est intéressant aussi. Ouais. Ça, c'est peut-être... Ça, c'est de l'art. Là, puis c'est une belle réussite aussi. Tu t'es bien entouré. Tout ça. Bon, je suis pas ici juste pour te lancer des fleurs. Le pot s'en vient. Vas-y. Mais non, mais tu sais, l'idée derrière, c'est ça. Mais à la fin de la journée, ce qu'on remarquait, je pense, avec les étudiants, ou même moi, personnellement, quand on se mettait à consommer le contenu sur ta chaîne, par exemple, ou les différentes capsules et tout ça, ben c'est ça, c'est que tu trust le process, définitivement, comme on disait tantôt. Mais à quelque part là-dedans, il manquait un certain fil conducteur, une certaine stratégie, ce qui faisait qu'à la fin de la journée, ce qu'on voit, quand on vient pour consommer ton contenu, c'est que d'un côté, tu as une vidéo qui va plus, je sais plus exactement comment je l'avais partagé, mais tu as une vidéo d'un côté qui va t'expliquer justement, par exemple, comment on a su révolutionner le marketing de physio-vélo dans les 10 dernières années, ou comment les différentes marques de vélo, peu importe. Puis à côté, tu as une capsule qui est comme, il faudrait vraiment faire des push-ups si tu veux améliorer avoir moins de douleur aux genoux. Fait que je pense qu'il y a peut-être ce défi-là où ce que vous êtes rendu. Puis ça va être un défi, je pense, dans les prochaines années. Notamment, tu me parlais tantôt aussi de c'est quoi les changements, puis tout ça tantôt. Peut-être on peut faire un lien avec ça. Où tu disais, y a-tu un truc que tu n'avais pas vu venir ou peu importe. C'est sûr que on ne se cachera pas, l'intelligence artificielle. Là, je drop ça là. On pourra en parler pendant des heures. La valeur de la bourse. C'est ça. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, l'intelligence artificielle, c'est comme un angle mort, ça, qu'on n'a jamais, on aurait pensé que ça évolue aussi vite. Tu vas comprendre le lien que je vais faire, c'est que dans un monde où, on va le voir, je pense que tu me le disais tantôt même, c'est rendu beaucoup plus facile qu'il y a 2 ans à faire du contenu pour physio-vélo. Il y a des IA un peu pour tout. Tu peux faire ton montage de façon presque automatique. Si, par exemple, aujourd'hui, je cible dans ma tasse ou peu importe, il y a clairement un filtre dynamique à quelque part. Tu peux mettre dans Adobe Premiere ou dans Audition ou whatever qui va enlever le bruit. Comme c'est fou quand tu penses à ça. Là. Puis parce que moi, quand j'ai commencé la création de contenu, j'avais un ami en production vidéo, il était comme, le son, là. Le son, il faut un bon take, sinon tu peux jamais rattraper du son. Alors que maintenant, les studios de télé sont il y a un avion qui passe, il y a un ouragan, whatever, je m'en fous. On met une IA là-dessus, ça va ressortir juste le son, puis c'est réglé. C'est fou quand tu penses à ça. Ou même récemment, la musique. Je sais pas si tu as vu ça sortir un peu. Je sais pas si tu as vu l'exemple que j'ai mis sur LinkedIn avec Sono. Là. Il y a une application qui s'appelle Sono qui crée littéralement à partir d'un prompt une chanson. Fait que là, j'en ai fait une, c'est drôle. J'ai un petit gars, Auguste, qui a 12 mois, et il fêtait sa première année il y a quelques semaines, puis j'ai même fait une chanson, Joyeux anniversaire, Auguste, nanana, tout personnalisé pour lui, dans un style de musique qui le fait danser. Puis c'est vraiment fou quand tu penses à ça, Faire une chanson, là, 40 heures, 50 heures, 200 heures, je sais pas. Là, ça te le fait en 4 minutes. Fait anyways, ce que je veux juste dire par rapport à ça, bonne fête, Auguste. Ouais, bonne fête déjà de 1. Mais c'est que dans un monde où on va pouvoir tout dire, je pense que le gros défi, ça va être de se concentrer sur qu'est-ce que je dis, puis là, je reviens à la base, mais tu sais, l'exemple d'un bord, j'apprends à faire des push-ups pour améliorer ma posture, ou de l'autre côté, on fait un podcast d'1 heure. Je pense que le défi, c'est d'arriver à faire sens au travers de tout ça, puis aussi que les gens puissent comprendre comment est-ce les chemins pour consommer le contenu, parce qu'on s'en va vers ça, là, c'est capoté quand tu y penses, l'attention, l'économie de l'attention qu'on appelle la quantité d'attention qu'une personne peut donner, là, elle n'augmentera jamais.
mais le nombre d'informations, puis le nombre de communications, puis le nombre de contenu, lui, va exploser. Là. OK, ça me fait vraiment passer à une question vraiment plus large que ça, parce que quand on fait ça, c'est le fun parce que de manière très personnelle, puis pas égocentrique, mais de manière personnelle, tu consommes du contenu qui te convient puis qui est vraiment target là, à 100 000 à l'heure sur ce que tu aimes dans le moment. Tu sais. Ouais. Puis là, après ça, moi, ce que je me demande, c'est culturellement, comment on fait... Parce que à chaque fois que je suis comme, hey, j'écoutais un épisode, c'était vraiment bon. La personne là, à qui je fais ce commentaire-là, là, elle n'a aucune idée de quoi je parle. Puis je me dis, crème, on a-tu un problème si ensemble, on n'est plus capable de se rejoindre dans de la... Tu sais, genre, c'est une question bien plus large que toute, mais là, tu sais, en vieillissant, je me dis, ce que la vie sociale, la cohésion, si plus personne consomme les mêmes affaires, tu sais, on se sent tous peut-être isolés. Il y a des chambres d'écho, en fait. Il y a des chambres d'écho, puis t'es comme... on renforce les stéréotypes, on renforce les biais de connaissance, les biais de confirmation, puis au final, ben, la personne est prise un peu dans son silo, puis elle n'est pas ouverte sur le monde, comme. C'est un peu ça que tu veux dire? Ben, c'est un peu ça, puis je me dis, tu sais, une vie sociale riche, là, c'est garant de tellement de... tellement de choses, tu sais, que de créer ce contenu-là niché, tu sais, cette tendance-là, justement, d'avoir exactement le contenu qui te convient au moment que tu veux le consommer. Ben là, c'est une question que on n'est pas dans le cours de philo, mais... psychologue ou philosophe. Là, mais, tu sais, moi, je pense que des fois, j'écoute des trucs, puis ça me choque. Mettons, j'écoute un contenu, puis ça me choque ce qui est dit, puis maintenant, je fais comme, OK, je vais l'écouter jusqu'au bout, parce que le problème, c'est que si je vais pas voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, puis qu'est-ce qui est contenu populaire, je me ferme un peu sur le monde, tu sais. Fait que... Puis des fois, je me prends à ouvrir la télé puis à juste regarder ce qui joue parce que j'ai comme des oreilles de lapin là, pour capter la télé. Puis je suis comme, Christ, c'est bon. Il y a du truc bon qui joue sans que... Fait que, tu sais, genre, c'est une question... cette espèce de... on a perdu cette espèce aussi de pattern-là où il y a quelques années, je me rappelle... Tu sais, on dirait qu'on vit juste ça quand on va à l'hôtel maintenant. Tu vas à l'hôtel, tu ouvres la télé, tu la laisses jouer en fond, puis là, hop, de temps en temps, tu captures quelque chose, t'es comme... on va écouter ça. Il n'y a plus ça maintenant. Hein, tu vas sur Netflix puis tu passes quasiment autant de temps à chercher ce que tu vas écouter qu'écouter ce que tu as cherché que tu allais écouter. Ce phénomène-là, comment ça s'appelle, ce temps-là de devoir choisir le contenu que tu consommes? Tu sais, cette perte de temps-là, mettons. Parce que c'est un peu ça que l'algorithme de TikTok a réglé. Là, c'est que tu n'as même plus besoin de choisir. Ouais, mais après ça, tu vois, mon partenaire Ali, il y a quelques semaines, sortait un article qui s'appelait... TikTok, l'opium du peuple, tu sais. Je sais pas si tu l'as lu, mais je peux t'en faire un petit... J'ai lu, pas mal les affaires d'Olivier. Moi, je trouve le titre dit tout. Là. C'est comme, tu sais, ils ont su venir briser un peu ce cercle vicieux-là d'être pris dans chercher du contenu et tout. C'est super. Quand tu y penses d'un point de vue, c'est un vrai pain, un réel problème entre guillemets, que lui-même vivait. Là, un point de friction. Un point de friction. Ils ont su briser littéralement un point de friction. OK, c'est super, mais là, crime, c'est rendu que les gens... Moi, le TikTok, je l'ai installé... un soir, moi puis ma blonde, on a réalisé que Crime il est rendu 1h du matin puis on fait juste scroller des trucs. Tu regardes, on désinstalle ça, là, c'est une drogue. Puis à un point tel où ce qu'on remarque, par exemple, c'est qu'en Asie, en Chine notamment, ben, TikTok il est banni jusqu'à je sais pas quel âge. Ils ont réussi à réglementer. La plateforme est aussi censurée. Genre, t'as pas du tout la même information sur TikTok en Chine qu'en Amérique du Nord. En Chine, ça va être genre des gens qui vont te montrer comment faire des fusées, puis comment faire des expériences de chimie, puis des trucs de même. Pendant que nous, ici, c'est quoi? C'est genre des gens qui dansent sur de la musique, puis qui... Fait que, tu sais, le type de contenu est vraiment tourné complètement différent aussi. Fait que, oui, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans, mais tu vois, encore là, on est dans créer les tendances puis être à l'avant des tendances. Moi, il y a un truc dans ce que tu disais tantôt que je trouve vraiment intéressant, c'est de se dire, ben peut-être justement, en tant que créateur de contenu, en tant que personne qui a su créer un système qui attire l'attention des gens puis qui monopolise l'attention des gens, puis je le dis encore une fois au sens positif du terme. Parce que pour moi, c'est une responsabilité, puis genre, il faut vraiment que je le fasse de manière... respectueuse. Ben, puis j'allais là, tu sais, c'est exactement ça. Cette responsabilité-là que tu as, le contrepartie de dire hey, j'ai l'attention des gens, ben, ça peut être peut-être de dire que ben, on s'en fout dans le fond du contenu niché. Puis oui, on va en faire de temps en temps, mais on va aussi inviter un expert en X, un expert en Y, puis exposer les gens à autre chose que seulement la niche. Je trouve ça quand même intéressant. Il y a quelque chose là-dedans. Deuxième révélation de 2024, Gab.
Ben non, mais on crée les tendances, là. C'est 100% ça, tu sais. Mais c'est vraiment bon. Je suis d'accord avec ça. Parce que... Tu sais, on parlait de slow browsing tantôt, on parlait de low-tech, tout ça. On parle de ce désir-là des gens de dire comme... Hey, j'ai envie de décrocher, j'ai envie de découvrir des nouvelles affaires, j'ai envie de sortir de la chambre d'écho. Je sais que c'est pas bien là, ce que. Tu sais, c'est un peu l'effet machine à sous, là. Tu sais, en passant, TikTok profite 100% de ça. Hein. C'est un phénomène qu'on appelle le Variable Rewards, qui est le même concept qui a été utilisé pour créer la machine à sous. Ouais. Cling, 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 cling. J'ai-tu gagné, j'ai-tu pas gagné? C'est la même affaire sur TikTok. Scroll, ah, ça c'est bon. Scroll, ah, ça c'est pas bon. Scroll, ah, ça c'est bon. Puis là, tu sais, fait il y a comme tout ce système-là. Mais les gens, ils commencent à être conscients de ça de plus en plus. Les gens commencent à être conscients aussi à quel point la publicité ou le contenu est hyper ciblé, hyper niche, hyper tout ça. Fait écoute, moi, je lance ça comme ça dans l'air. Est-ce que peut-être une des tendances intéressantes de fond dans les prochaines années, ça pourrait être de dire, ben non, on va se détacher d'être trop niche, d'être trop ciblé, essayer d'amener quelque chose de différent à ces gens-là qui ont envie d'être curieux comme toi, qui ont envie de découvrir des nouvelles affaires puis de s'améliorer d'1% à chaque jour. Tu sais. Ça me fait penser à une discussion qu'on a eue parce que, tu sais, moi, j'ai dit à mon équipe depuis le début, puis tu sais, c'est vrai qu'une des réussites, c'est que j'ai réussi à engager mon équipe dans la production de contenu. Vraiment, Puis des fois, quand les gens commencent, ben ils sont comme « Ah, tu sais, ils me regardent, je sais pas, produire une vidéo, puis je suis comme, tu sais, t'es peut-être mieux de pas venir parce que moi, je suis rendu à 200 vidéos. Fait que, tu sais, ça va avoir l'air facile, genre. Ouais, c'est ça. Tu vas peut-être être découragé. Mais maintenant, mon équipe, tu sais, je leur dis tout le temps, ah, là, maintenant, ils en font, tu sais, de manière autonome. Puis je leur dis, tu sais, mettons, essayez de créer un contenu qui explique telle pathologie. Puis là, ils se lancent. Puis je leur dis, le but, là, c'est pas que ce soit un contenu parfait. Même, on n'est pas obligé de le sortir, mais genre, on explore comment vous voulez, puis vous allez être payé pour faire ça, puis on explore parce qu'un jour, vous allez vraiment trouver votre cible, tu sais. Puis une des choses qu'on s'est dit depuis 5 ans, moi, mon but, c'était d'engager mon équipe. Là, mon équipe est engagée. Le but plus récent qu'on s'est donné, c'est faut démocratiser. Les audiences qu'on n'a pas bien démocratisées, c'est, par exemple, les clientèles plus âgées, les vélos électriques. Tout démontrer les gens qui se sentent pas interpellés par la création de contenu qu'on a fait. Récemment, j'ai fait une embauche, puis la personne que j'ai engagée, elle m'a dit la même chose que toi, genre. Quand je suis sur Instagram, on dirait que tu as un studio de podcast. Sur YouTube, tu me montes à faire des push-ups. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Là, je dis, ben écoute, c'est une bonne affaire pour moi que tu me dises ça. C'est une raison pourquoi je t'engagerais, parce que si la personne que j'ai engagée, c'est un potentiel client qui fait du vélo, puis elle se sent pas interpellée par mon contenu. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, ben c'est parce que j'ai pas réussi. Il y a quelque chose que j'ai fait. Tu sais, genre, moi, je veux t'engager, puis je veux que tu donnes ta touche à toi, parce que tu fais partie de mon audience. Puis clairement, ce que j'ai raconté dans mes contenus diversifiés, ben c'était pas encore assez diversifié parce que je t'ai pas rejoint. Fait que là, tu sais, on est vraiment dans cette game-là de dire, il faut que toutes les audiences se retrouvent. Tu sais, nous, notre cliente, on a une cliente qui a 84 ans. C'est notre record en ce moment. Puis j'espère qu'on va le battre. Puis cette personne-là s'est présentée avec son vélo. Puis là, j'ai fait de l'agisme en plus. Parce que j'ai dit, c'est cool. Tu sais, la personne avait un vélo électrique. Puis je dis, il vous reste encore 10 ans là, devant vous pour faire du vélo. Puis là, la personne se retourne, me regarde, elle dit 20 ans. Ouais, c'est ça, j'allais dire aussi. Là, j'étais comme, ah shit, qu'est-ce que j'ai dit là? Tu sais. Mais cette diversification-là du contenu, c'est bon. Moi, il y a une affaire qui me fait peur, par exemple, c'est que si je m'en vais là-dedans, il faut garder toujours, moi, mon rôle, par exemple, en tant qu'intervieweur, c'est d'inviter un expert puis de poser des questions que l'expert peut répondre. Mais en même temps, moi, je ne peux pas te donner des conseils tant que ça de marketing. Il y a toujours cette espèce de barrière-là. Si j'invite des gens, moi, j'ai de l'expertise dans mon domaine de bike fitting, de prise en charge des cyclistes, de douleur, de formation, puis peut-être un petit peu de production de contenu, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours une pente glissante où est-ce qu'il faut faire attention pour quand on crée le contenu, de pas devenir l'expert. C'est pas parce que le monde trouve que ce que je fais dans le monde du vélo, c'est intéressant, que je me dois de donner des conseils sur la vie, puis la gestion maritale, puis la famille, tu sais. Fait qu'on dirait des fois, je suis inconfortable avec ça. Des fois, je fais des petits calls sur... Conseil financier, genre, comment gérer vos REER. C'est assez facile. Là, si tu veux faire de l'argent en publicité, ben tu deviens expert en finance. Puis là, en tout cas, bref. Je sais pas si tu vois ça, En tout cas, moi, c'est la responsabilité. C'est la responsabilité. Mais c'est un bon point... de diversifier. Moi, tu vois, en diffusant du contenu avec des experts de tout horizon, moi, j'essaie de me garder je te l'ai dit tantôt avant de commencer le podcast, le podcast, pour moi, c'est une manière de me faire plaisir. C'est ça, il y a le bonbon aussi là-dedans. Puis si j'ai des conversations que je trouve intéressantes, ben, en général, les gens ressentent ça.
intérêt-là que j'ai pour la personne interviewée. Fait que ça transcende le micro, comme on 100%. dit, dans le milieu. Ouais, dans le milieu. Mais là, une des tendances 2024, quand tu parlais de l'intelligence artificielle, c'est l'espèce de surabondance de contenu créé de manière plus autonome. Comment on va faire pour taguer? T'sais, moi, je me suis dit aussi, le podcast s'inscrit un peu là-dedans parce que je me dis, une interaction que je sais qui est fabriquée de manière autonome, moi, ce que je veux, c'est une connexion avec l'intimité humaine de quelqu'un. Fait qu'il me semble que ça perd de la valeur à mes yeux. Fait que moi, si j'ai le choix entre un podcast créé par intelligence artificielle puis un podcast créé par un humain qui a ses billets, tu sais, à la limite, c'est quasiment ça, c'est que j'aime mieux avoir les défauts d'un humain que la perfection d'un intelligence. Il y a des études qui ont été faites récemment. Moi, je suis ça, là, c'est l'actualité à fond, dans le sens que le marketing, on est dans les premiers touchés là, par ces nouvelles technologies-là. Là. Ça vient... accélérer la capacité de production de contenu, ça vient accélérer la capacité aussi de gestion, ciblage, dans les comptes. Il y a toutes sortes de trucs que ça vient vraiment chambouler complètement la façon dont on faisait les choses. Mais je pense que ça peut être une bonne chose si tu le vois comme des super pouvoirs, comme une couche de super pouvoirs qui vient s'ajouter aux marketeurs en général et non comme un espèce de remplaçant qui s'en vient remplacer. Là, là, je pense que nous, on est plus là-dedans. Moi, je préfère le voir comme ça pour notamment une raison. Il y a une étude qui est sortie récemment où ils ont fait 2 groupes contrôle. En fait, un groupe contrôle, un groupe... En tout cas, ils ont fait une espèce de test où ils faisaient écouter de la musique à des gens, puis ils leur disaient cette chanson-là, mettons, à 50% du monde, cette chanson-là était générée par une IA, à 50% des gens, ils disaient cette chanson-là était générée par des humains, puis tu sais, ils jouaient un peu là-dedans. Ce qui a été capable de démontrer, en fait, c'est que nonobstant de par quoi la chanson avait été créée, si tu disais qu'elle avait été créée par une IA, ben naturellement, les gens y allaient moins s'engager, ils allaient être moins intéressés, puis allaient choisir la chanson générée par un humain. Fait que ça, c'est la première chose. Il y a ne serait-ce que juste un biais de perception, de un. Mais la deuxième chose qui est intéressante aussi, ce que j'ai commencé à réaliser moi-même, puis je pense que les gens vont commencer, là, c'est sûr que moi, je suis un peu un early adopter, fait que je pense que tout le temps, peut-être 1 an, 2 ans, puis je dis ça sans prétention, là, genre 1 an, 2 ans en avant, parce que, tu sais, je m'attarde vraiment au sujet. Mais j'ai l'impression que dans les prochaines années, on va aiguiser vraiment notre radar à qu'est-ce qui a été généré par une IA ou pas. Au point où, par exemple, une publication sur les réseaux sociaux qui va avoir été générée par une IA, ben moi, je prédis qu'on va avoir un peu le même phénomène que dans la publicité où il y a une espèce de, avec les dernières années, une cécité des bannières qui s'est créée, qu'on appelle. Donc, la cécité des bannières, c'est quoi? Ben, c'est juste qu'on le réalise plus, mais 90% des publicités en ligne, on les voit juste plus. Notre subconscient les élimine. Il y a des tests oculométriques là, qui sont faits sur des écrans, puis on est capable de démontrer que, ben, en fait, les gens, l'œil saute la pub. Parce qu'il sait que c'est du Google Ads. C'est ça. On a aiguisé notre radar à ça, c'est une publicité, donc je ne le considère pas. Parce que tu cherches la pertinence. Exactement, tu as tout compris. Et donc, moi, je prédis que cette tendance-là ou ce pattern-là, il va se reproduire avec l'IA. Puis qu'éventuellement, mais quand tu vas consommer du contenu sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou peu importe, quand tu vas scroller puis tu vas arriver sur une publication qui a été faite par une IA, sans contrôle humain ou sans... Tu sais, je te dis pas que tu peux pas utiliser, par exemple, ChatGPT pour faire un premier jet, là, mais tu sais, sans vraiment avoir de contrôle humain ou d'assurance qualité d'un humain puis de modification humaine puis d'une touche authentique là-dedans, ben moi, ma prédiction, c'est que ça va faire la même chose. 90% de ce contenu-là sera juste pas consommé, va être skippé. On commence à le voir, notamment, il y a des entreprises, beaucoup qui utilisent l'IA pour faire des publicités générées par avec des avatars. Fait que c'est comme un espèce d'avatar random qui sort sur une vidéo sur YouTube. Très bien que les lèvres bougent à peine puis tout. C'est quoi le réflexe de ça? On en rit plus qu'on trouve ça vraiment pertinent. Oui, puis en fait, c'est parce que tu perds... Moi, en tout cas, si tu me fais ça en tant que consommateur, ben c'est un manque de respect. Oui, c'est totalement. Mais après ça, est-ce que le fait que ton montage soit fait à 50% par une IA qui a fait les coupes, qui a collé les morceaux ensemble, puis que toi, tu viens réajuster les choses, réorganiser, enlever des morceaux. Pour moi, c'est des bras. C'est des bras pour faire des super pouvoirs. Des super pouvoirs. Oui, t'as raison. Puis ça, c'est quelque chose qui est quand même assez d'actualité, ce discours-là, de dire que les gens qui vont pouvoir utiliser ça de manière judicieuse, c'est ceux qui vont pouvoir faire du meilleur marketing en utilisant avec eux. Et non juste en faisant du remplacement. Ben, pour être honnête, moi, la tendance que je vois en ce moment... Est-ce que tu as des demandes de clients qui sont juste comme... Moi, je veux un processus d'automatisation. Il y a de quoi de particulier, en fait. Je pense que la réalité, puis limite, il faudrait pas que je dise ça enregistré, mais je vais dire pareil. Ouf, c'est chaud. Je pense que la réalité, c'est que les gens, ils voudraient qu'on utilise l'IA, mais ils voudraient pas le savoir.
Parce qu'ils veulent juste que tu baisses la facture. Ouais, tu comprends? C'est ça. Alors que concrètement, quand tu te mets à emmener tous les débats qui sont autour de l'IA, comme le fait qu'il y a probablement le plus gros vol de propriété intellectuelle de l'histoire de l'humanité, qu'il y a des enjeux d'un point de vue écologique aussi, parce qu'à chaque temps... C'est de l'énergie. À chaque 5... prompt, à chaque 5 questions que tu vas poser à ChatGPT, ça consomme l'équivalent à peu près d'une bouteille d'eau, je pense. Tout l'entraînement qui a été fait derrière, puis tout ça. Fait que, tout ça, tous ces enjeux-là, mais quand tu te mets à avoir tout ça sur papier, tu te dis, ouais, finalement, est-ce que c'est parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire? Fait que comme c'était... Puis là, écoute, comme je t'ai dit, tu me passes sur un sujet que je peux parler dans les heures parce que je pense que c'est un peu ça, ça va changer beaucoup plus que juste le marketing. T'sais, nous, on est les premiers touchés parce que l'intelligence artificielle, la première chose qu'elle a su maîtriser, c'est la langue. Puis il y a une grosse partie du marketing qui est le copywriting et donc la rédaction et donc la langue. Mais tu sais, ça va s'en aller un peu tranquillement partout, comptabilité, fiscalité. Mais est-ce que tu penses qu'au final, c'est pas le client qui va mettre les freins à ça, justement, parce que on va... Tu sais, je me dis, je suis pas tout seul à pas vouloir consommer ça, tu sais. Genre, dans le sens qu'on est des humains, on est fait pour vivre en groupe social. Fait que si on n'a pas... Tu sais, entre une machine et un humain, tout le monde choisit un humain, là. Parce que c'est comme ça que ton cerveau il a fonctionné puis qu'il a évolué pour survivre. Tu sais, à la base, avant qu'on puisse changer ça, tu sais, je veux dire, il n'y a rien de plus fort que l'attachement que tu as avec un autre humain. Fait que, tu sais, au final, ce que tu veux, c'est, à travers la publicité, ce que tu veux, c'est de l'humanité, tu sais. Ouais. C'est une bonne question. C'est dur de prédire le futur. Là. Je pense que 50% de ce que je pense par rapport à l'IA en ce moment, je me trompe probablement. Dans le sens que je me suis même trompé en début d'année, où un des gros changements avec l'IA, c'est que Google il a commencé à insérer ce qu'il appelle une expérience générative de recherche dans les engins de recherche, le SG qu'ils appellent. Ils ont fait des tests pendant 1 an, puis tous les tests s'avéraient très peu concluants. C'est-à-dire que les gens ça n'a pas augmenté la qualité, la satisfaction des gens, ça n'a pas augmenté l'évaluation de la qualité des réponses, parce que Google, c'est un moteur de réponse, en fait. Ça te donne une réponse à une question. T'sais. Fait que ça n'a concrètement pas augmenté ça. Mais ils l'ont sorti pareil. Ça, c'est fou. Moi j'avais prédit en janvier, j'avais dit, guys, je pense que SGA, ça va sûrement jamais sortir parce que concrètement, je vois pas il y a où l'intérêt pour Google de faire ça. Ça l'amène juste comme des problèmes. Parce que l'IA, ce qu'on sait, c'est qu'elle hallucine beaucoup. 30% du temps, elle invente des choses, elle fait des petits mensonges here and there. Fait que c'est ça. Fait que j'avais fait cette prédiction-là. Puis finalement, tu vois, en mars, ils ont annoncé, hey non, on le sort pareil. Puis là, ils ont commencé à le roll out aux États-Unis. Puis la particularité, c'est qu'on le voit déjà. Regarde ce que je disais en janvier par rapport aux hallucinations. On a vu des cas où, par exemple, quelqu'un cherche sur Google, dit comment est-ce que je peux faire pour épaissir ma soupe? Puis Google va lui répondre, ajoute un peu de colle. Tu sais? Puis là, t'es comme, ouais, mais parce que c'est une hallucination, il a lu ça. C'est de la fécule de maïs, tout le monde. C'est de la fécule de maïs, tout le monde, c'est ça. En tout cas, on est comme un peu là-dedans, tu sais. Puis là, je reviens à la base, tu sais, est-ce que c'est parce qu'on peut le faire, qu'on devrait le faire? En tout cas, tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent que l'IA, l'autre particularité aussi, c'est qu'ils disent que c'est comme la version la plus stupide qu'on a en ce moment. Fait qu'imagine ce qu'on va avoir entre nos mains dans an, dans 2 ans, dans 3 ans. Parce que tu sais, le trade-off, c'est que ça, c'est peu utile, mais après ça, t'as de la capacité d'analyse qui te permet d'inventer des molécules puis de faire des affaires comme vu ça, qui sauvent le monde. Découvrir les matériaux, là. Il y a une vidéo sur YouTube où je chercherai ça. Il explique tout. C'est Microsoft qui ont fait ça. Puis il explique tout comment ils ont fait pour passer de genre, mettons, 800 000 ou 200 000 candidats de matériaux en soi pour les batteries, là. Pour les prochaines batteries, comment est-ce qu'ils ont fait pour passer de 200 000, mettons, candidats à un échantillon de 800 qui ont pu tester manuellement puis faire des tests plus poussés? Il explique ça, c'est capoté, là. C'est quelque chose qui n'était pas possible il y a 2-3 ans parce que tester 200 000 matériaux, même avec un ordinateur quantique, toute la technologie, c'est bien trop énergivore, c'est trop coûteux, c'est juste pas possible. Mais là, avec l'IA, ils ont été capables de comme... En tout cas, vous irez voir ça sur YouTube, je partirai pas là-dessus, je vais endormir les gens. Mais... Je pense qu'il y avait... Moi, ce que j'avais lu dans un livre récemment, c'était surtout le côté biotechnologie, là, de trouver comme quelle molécule, dans toutes les molécules que tu connais, pourrait nous aider à traiter tel truc. C'est le même processus avec les matériaux. Parmi tous les matériaux qu'on croit qui sont possibles, lequel pourrait probablement être celui qui serait la prochaine batterie, qui durerait X plus longtemps, qui serait plus écologique qu'ici, ça. Ouais, mais ce que j'allais juste dire là-dessus, c'est que oui, c'est vrai, on a l'IA la plus stupide, mais en même temps, on a aussi l'IA qui a le moins de bâtons dans les roues.
dans le sens d'un point de vue éthique. Ah, parce qu'elle est comme... D'un point de vue légal. Il n'y a pas de législation en ce moment. Ouais, ben, je donne juste l'exemple de la propriété intellectuelle. Oui. L'outil que je parlais tantôt qui génère des chansons là, en 30 secondes à partir d'un prompt. Ouais. Tu sais, que tu dis, fais-moi une chanson hip-hop sur l'anniversaire de Auguste. T'sais. Puis là, il te fait une chanson là-dessus en 30 secondes. Il est entraîné sur quoi? T'sais? Ouais. Nobody knows, ou tout le monde le sait juste à l'intérieur de la boîte. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu ça le dilemme là-dedans. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Mais ouais, c'est un gros sujet. Là. Je sais même pas quand on est reparti sur cette tangente-là. Je pense qu'on parlait de l'idée de dire ben, se retrouver dans la montagne d'informations puis de contenu. Ben, c'est ça, ça va juste... On trouvait déjà qu'il y avait beaucoup de contenu les 5 dernières années puis que ça commençait à être difficile de percer au travers de tout ça pour aller chercher l'attention des gens. Mm-hmm. Ben, préparez-vous, ça va être encore plus difficile. OK, parfait. Ben, tu vois, tu viens de me donner la prochaine question que je vais te poser, ou le sujet que je voulais discuter, c'est le multimodal. Tu sais, ça, je pense que c'est quelque chose qui revient en force. Tu sais, dans une des équipes au HEC qui nous ont présenté, il y avait la possibilité de faire de l'affichage. De l'affichage sur des panneaux publicitaires dans un gym, par exemple. Puis là, la moitié des gens étaient comme « pourquoi? » Puis moi, honnêtement, j'étais plus dans l'équipe comme Chris, c'est peut-être une bonne idée parce que là, pour moi, tu sais, quand tu fais de l'affichage, ben là, nous, on a une forte présence en ligne, mais là, quand tu fais de l'affichage, ça veut dire que tu es committed, genre pour vrai, puis que tu es peut-être une entreprise plus sérieuse parce que tu peux te permettre de faire de l'affichage. Question de perception un peu. C'est ça, c'est vraiment une question de perception puis d'être justement dans un peu partout, tu sais, autant sur ton. Parce que moi, tu sais, je trouve ça cool de pouvoir. Consommer ce que je veux sur mon téléphone, mais des fois c'est cool aussi, comme tu dis, d'ouvrir la télé puis de faire comme hey, c'est bon ce qu'il joue, je vais m'arrêter puis je vais l'écouter. Fait que tu sais, pour une marque qui veut se démarquer, c'est quoi le plus important dans l'expérience utilisateur aujourd'hui c'est vraiment large comme question, là, je t'ai fait un beau détour, mais l'expérience utilisateur aujourd'hui. En fait, on pourrait y aller avec une question plus simple. Tu sais, toi puis moi, on a à peu près 35 ans. C'est quoi qui nous caractérise comme consommateurs versus la génération 10 ans plus vieille puis la génération 10 ans plus jeune? À quel point, toi puis moi, on est dans notre chambre d'écho parce que quand on se parle, on est comme « Ah ouais, c'est le même qu'on... » Tu sais, genre, on a installé TikTok puis on l'a désinstallé parce qu'on est comme fuck off. Alors qu'il y a des gens qui vont justement peut-être réussir à se démarquer parce qu'ils vont être au courant de cette culture populaire-là qui se développe puis que nous, on a décidé opt-out de ça. Écoute, je pourrais le prendre par plein de chemins. Tu sais, je t'ai comme posé 6 questions. Ouais, mais c'est parfait. Regarde, on va y aller une par une. Non, mais regarde, première chose, tu sais, je pense qu'il faut faire attention. Tu sais, un truc que je voudrais pas que les gens retiennent d'une discussion comme qu'on a en ce moment, c'est qu'on doit faire, par exemple, de l'affichage extérieur sur un billboard, par exemple, ou un spot à la radio. Tu sais, souvent, c'est des cas plus comme ça, ou même un prime time au cinéma. Là, tu sais, la publicité avant un film au cinéma, il n'y a rien qui coûte plus cher que ça. Ouais, parce que on appelle ça le prime time, tu as l'attention de tout le monde. Ah, tout le monde veut jusqu'à ça. À part le popcorn, les téléphones sont fermés, tout est fermé, puis tu as l'attention de tout le monde. Il n'y a rien qui vaut plus cher que ça. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'on ne devrait jamais faire ça pour flatter notre ego ou pour cette game-là de perception que ça a sur les gens, dans le sens que, tu sais, honnêtement, comme faire une pub à la radio, oui, c'est le fun, tu t'es entendu à la radio, oui, ça l'associe peut-être. Ça fait peut-être une corrélation positive face à ta marque parce que les gens ils ont entendu, mettons, Physio Vélo à radio, ils sont comment, il est à radio, lui, c'est bien hot. Mais je pense que c'est un peu brisé, cette conception-là. Merci, tu viens de m'épargner. Mais tu sais, j'aimerais ça voir des études, il faudrait fouiller, mais je serais surpris qu'on trouve des études qui disent vraiment que la publicité à la télé, à la radio ou sur des bannières, par exemple, à l'extérieur, sur des panneaux publicitaires, a un effet positif. Là, il y a littéralement une causalité. Il y a peut-être une corrélation, mais je pense pas qu'il y a nécessairement une causalité entre ça puis la perception de la marque. T'sais. Par contre, là où c'est différent, c'est qu'il y a une question d'attention, comme je revenais tantôt. Puis moi, je te dirais, plus encore, c'était dans tes 6 questions. Là. Je pense que la publicité d'aujourd'hui, la meilleure publicité, en fait, ce que je dis souvent, c'est que aujourd'hui, la meilleure pub, idéalement, elle n'a pas l'air d'une pub. Donc, je pense que la clé, en fait, c'est l'authenticité. Ça, c'est par exemple, c'est qu'est-ce que tu crées avec Physio Vélo puis ton contenu. Il y a une authenticité derrière. Vous êtes humain. Puis, en passant, tu parlais d'humanité tantôt puis d'authenticité dans ton podcast, par exemple, que c'était cette couche-là que tu amènes avec ça.
Je suis d'accord, mais en même temps, je trouve que depuis le début, tu as toujours été quand même très authentique dans peu importe que ce soit formel, que ce soit expert ou peu importe. Tu n'arrivais pas avec ton espèce de gros sarrau, puis hey, m'a vous dire comment que ça marche la vie, puis tu comprends, genre. Fait que ça, je pense que c'est important. Ouais, t'as raison. On le voit sur les bancs de l'école aussi aujourd'hui, c'est ça que les étudiants recherchent. Tu sais, moi, ça va faire une dizaine d'années que j'enseigne. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Puis je l'ai vu, la transition de comme des leaders authentiques, des experts authentiques, des experts qui sont prêts à, tu sais, qui vont te parler de genre la discussion qu'ils ont eu avec leur psy la semaine passée ou qui vont te dire, ben ça, je suis pas certain. Hey, c'est bon, je fais ça, Gab, moi, avec mes employés. Ouais, exact, c'est ça. Non, mais je suis dans ma d'actualité. En tout cas, fait que là, on fait une grosse parenthèse là-dessus, mais pour revenir à l'authenticité, c'est ça, tu sais, je pense que dans les prochaines années, avec notamment le fait que tout le monde peut créer une publicité en 4 clics avec un ChatGPT ou peu importe, ou avec des outils d'IA de toutes sortes, puis que c'est rendu de plus en plus accessible et tout ça, puis que maintenant, n'importe qui peut faire une publicité sur un panneau publicitaire, comme on disait tantôt, parce qu'il y a des outils qui existent pour ça maintenant. Ben, je pense qu'à la fin de la journée, la question, c'est vraiment juste c'est quoi le message que tu passes puis comment tu le passes. Parce que le canal en soi, il est rendu accessible. Tandis que les 10 dernières années, tu pouvais te démarquer ne serait-ce que juste par le canal parce que tu innovais. Mais aujourd'hui, quand tout est possible, encore je reviens à la base, mais la question, c'est plus tu priorises quoi. Ouais. Fait fait, c'est un biais qu'on a à cause de notre âge que nous, jusqu'à l'âge de, mettons, 18 ans à peu près, on n'a pas eu de téléphone intelligent. Fait que les 18 premières années de vie, on les a consommés par les canaux que tout le monde avait, c'est-à-dire la télé, la radio, les panneaux. C'était là qu'il y avait de la pub. Fait que là, OK, c'est notre. Mais tu sais, la blague, là, t'as-tu essayé de le mettre au 3, là? Ouais, puis personne ne comprend ça. Moi, je fais ça dans mes cours. En fait, je fais plus ça dans mes cours. J'ai déjà fait ça dans mes cours, puis ça fonctionnait un peu, puis maintenant, c'est comme... C'est quoi la joke? C'est clair, hein? Fait que, tu sais, il y a des changements générationnels comme ça, puis tu sais, les jeunes qui ont 10 ans aujourd'hui, ben eux sont rendus dans le VR, sont rendus dans les metaverse, sont rendus dans là-dedans. Fait que, tu sais, il y a aussi cette transition-là qui va se faire aussi, puis qui va s'orchestrer sur des générations, là. Fait que ça change pas non plus du jour au lendemain, puis ça suit beaucoup les générations. Puis je pense qu'il y a des points de fissuration là, assez clairs qu'on peut voir, par exemple, entre la génération X, la génération Y, la génération Z, les milléniaux, tout ça. Tu sais, par exemple, si on regarde la génération Z, en ce moment, ce qu'on remarque, c'est que leurs patterns de recherche sont vraiment différents que les générations qui les précèdent. Un exemple, ben, on dit que maintenant, YouTube, ça, je trouve ça intéressant, on fait un lien tout à l'heure, la discussion sur YouTube. YouTube est maintenant le 2e plus gros moteur de recherche dans le monde, avec plus de 2 milliards de personnes qui se connectent à tous les mois sur la plateforme. Puis on dit que c'est pas loin, je pense 30 ou 40% des recherches qui sont faites par la génération Z commencent par des réseaux sociaux. Fait que TikTok, Instagram, etc. C'est fou quand tu y penses, parce que je sais pas pour toi, je te lance la question comme ça, mais moi, personnellement, j'ai absolument pas ce réflexe-là. Non. D'aller sur Facebook, mettons, puis de faire une recherche en mode genre, y a-tu du poulet au Costco cette semaine? Là? Parce qu'il y a des gens qui font ça. Tu sais, il y a des groupes là, Facebook maintenant où que les gens ils se partagent l'information, les adeptes accros du Costco qui appellent, whatever. Mais tu sais, ça, c'est juste un exemple de comme les gens ils se communiquent l'info là. Fait que tu vas plus sur YouTube ou sur Google chercher Costco puis aller voir qu'est-ce qui est en stock. C'est rendu que tu vas sur Facebook, tu cherches accros du Costco. Quelqu'un qui est allé ce matin puis qui va te le dire, c'est fou, finalement. OK, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je dois t'avouer que les YouTube, moi, j'ai comme... Il faudrait que j'achète des actions dans Google avant qu'ils séparent ça de YouTube. Mais tu sais, quand je regarde les stats de genre le pourcentage qui t'a regardé sur la télé, tu sais, télé, YouTube... Les web télé, là. Ouais, puis même en Europe, tu sais, c'est pas pour rien qu'on a percé en Europe sur YouTube parce que la consommation en Europe... de YouTube est vraiment différente d'ici. Là, à chaque fois que je vais ou que je parle avec des gens européens, pour eux, YouTube, c'est quasiment leur page de démarrage, là, dans le sens que c'est YouTube. Leur temps perdu, ils vont l'allouer à ça. Ouais. On le remarque, moi, on a quand même une bonne proportion d'étudiants à HEC ou même chez Click. Dans nos employés, on doit avoir une dizaine de Français au moins minimum. Puis on remarque cette tendance-là. Donc, tu sais, nous, par exemple, premièrement, à l'heure du lunch, j'essaie de pas me connecter, mais pour les gens qui se connectent, je pense qu'il va y avoir peut-être un naturel à se partir une émission sur Netflix ou ouvrir un tout.tv ou peu importe, puis écouter un épisode de 20 minutes, 30 minutes, un Friends ou je sais pas. Tandis que en Europe, ils ont comme ce réflexe-là de se retourner directement sur YouTube. Ils ont leur chaîne, puis ils suivent le contenu-là, puis ils vont partir un physio-vélo sur l'heure du lunch. Parce que des fois, moi, je trouve ça passionnant, YouTube. Je veux dire, je suis un grand consommateur, puis j'ai pas encore YouTube Premium. Là. C'est parce que des fois, j'ai des documentaires d'une tellement haute qualité
des gens, tu sais, qui ne seraient pas découverts autrement que sur YouTube parce que, justement, les idées sont pas assez populaires, mais dans la niche de genre 500 000 abonnés que tu as, tu peux gagner ta vie avec ça, parce que tu es un créateur et tu as une authenticité. Mais j'allais dire, c'est quoi que tu as appris de ta génération, justement, 10 ans plus jeune, que là, tu sais, maintenant, mettons, tu as intégré dans tes pratiques, justement, la recherche sur les réseaux sociaux. Mais tu sais, moi, je discute beaucoup avec des gens qui ont 10 ans de moins dans mon équipe, puis j'essaie vraiment des fois, j'espère que j'ai pas trop de l'air vieux jeu, mais tu sais, je veux juste qu'ils m'expliquent comment ils utilisent leur téléphone parce que je suis comme, je sais pas c'est quoi. Fait qu'il faut vraiment que je comprenne le consommateur de demain, tu sais, la génération de demain, qu'est-ce qu'elle fait, tu sais. C'est une bonne question. Je sais pas si je dirais je pense qu'on se ressemble quand même beaucoup en termes de, tu sais, comme d'un point de vue macro. Qu'est-ce qu'ils font pas avec leur téléphone que nous, on fait encore? Genre? Ben, je pense que deux choses. Tu sais, la première chose, c'est vraiment comment il... La distinction se fait pas tant au niveau de l'appareil parce que l'appareil, ça fait 20 ans qu'il existe. Puis, tu sais, comme on est tous rendus habiles avec autant un téléphone, un iPad, un ordinateur que, tu sais, puis on est born digital. Puis, on se le cachera pas, même dans la trentaine. Je veux dire, on est né avec ça. Bon, oui, on a vu la VHS puis le DVD, mais on l'a mis au 3. Tu sais, il y a quand même que probablement, quand j'avais une dizaine d'années, j'ai sûrement eu mon premier ordinateur puis je bidouillais, tu sais, probablement même un peu avant ça. Fait que je pense qu'on est quand même born digital. Puis ça, c'est la grosse distinction entre comme les 40 ans et moins puis les 40 ans et plus en ce moment, tu sais. Après ça, si on regarde plus la distinction entre, mettons, les 30-40 puis ou même genre 25-40 puis comme les 15-30, genre quelque chose comme ça. Je pense que la principale distinction se fait vraiment au niveau de l'utilisation de l'appareil, dans l'appareil au niveau du software. Fait que, tu sais, les gens de notre génération, on se concentre principalement sur les plateformes avec lesquelles on a grandi, Facebook, YouTube, etc. Ce qu'on remarque avec les jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils sont multipliés sur 26 trucs. Ils ont TikTok d'un côté, ils ont Instagram. Chaque plateforme a un peu son utilité. Les Reddit, je ne sais pas si tu as vu la montée en popularité de Reddit, au point où ce qu'on voit en ce moment, Google a une tendance à favoriser beaucoup plus les résultats Reddit sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche. Fait il y a comme ces tendances-là qui se créent, je pense, qui sont différentes. Fait que la particularité, en fait, c'est que quand tu vas atteindre un 30-40, ben, tu peux facilement te rediriger vers faire de la publicité sur Facebook, faire un peu de publicité sur Google. Tu peux, tu sais, un mix marketing assez basic, mettons, qui était innovant il y a 10 ans parce que c'était nouveau comparé à la télé puis tout ça. Mais quand tu veux parler, par exemple, aux jeunes de 21 ans en ce moment, ben là, ton mix marketing il est explosé. Faut que tu fasses 18 plateformes en même temps. Puis c'est pour ça que je pense que le futur aussi, c'est beaucoup... Puis je prends encore souvent l'exemple de Physio Vélo, je trouve que vous le faites bien, dans le recyclage de contenu puis des formats. Je te donne un exemple, ben, le format short ou le format Reel le format short sur YouTube ou le format Reel sur Instagram, c'est un format que chez les 30 ans et plus, c'est comme moyen. On n'est pas tant dans ce pattern-là d'aller fou, scroller. Parce que les gens, ils me disent pas, ils ont écouté mon podcast. Et des fois, ils me disent, ils ont vu les Reels. Des fois, ils me disent, je l'ai écouté. Puis là, je suis comme, lequel? Non, mais j'ai juste checké les Reels. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, pour eux, ils ont consommé des petits snippets de genre trucs intéressants du podcast. Ça, c'est comme ta ligne de front. Tu les attires comme ça. Puis après ça, ben, tu vas chercher une partie de leur attention. Puis éventuellement, tu viens chercher un abonnement, là, comme dans le sens qu'ils vont s'abonner à ton attention. Puis ils vont vouloir t'entendre parler plus fréquemment. Puis là, ils vont peut-être devenir des consommateurs plus avertis. Mais je pense qu'il y a quand même cette logique-là vers ces tu sais, on avait comme, je pense, les générations 30 ans et plus, 40 ans et plus, tendance à s'informer à comme 2, 3, 4 endroits, alors que les jeunes, c'est genre shoot me content, I don't care, genre m'en fous. Puis ça l'amène d'autres défis, là, toute la question des fake news, la validité de l'information, les chambres d'écho, tout ça, ça vient de ça beaucoup aussi. Puis c'est d'autant plus particulier quand tu penses que maintenant, il n'y a plus de nouvelles, par exemple, au Canada sur Facebook, mais qu'eux continuent. À 50% des jeunes vont s'informer en premier sur Facebook. Fait que là, ben, s'il n'y a plus le contenu d'actualité pertinent et valide, il reste quoi? Je sais pas. Mais une des choses que je trouve fascinante, c'est Reddit. Tu as parlé de Reddit. Reddit, moi, j'en consommais pas tant. J'ai des amis, ma conjointe consomme ça. Puis il y a vraiment... Ce que je trouve fou de cette plateforme-là, c'est l'algorithme qui fait que les users rankent la pertinence. Fait que, tu sais, finalement, c'est comme... Comment les autres plateformes peuvent intégrer ça? Parce que quand tu vas sur Reddit, là, l'information, elle est de tellement haute qualité. L'autre jour, j'avais mon air climatisé qui était pété sur mon char. On a tout un exemple de même. J'ai tout checké ça sur Reddit. Puis, genre, des fois, je suis des affaires de marketing aussi sur Reddit. Puis, tu sais, les questions sont étoffées, les réponses sont complexes. Les gens qui répondent sont généreux. Sont calés, sont généreux. Fait que, tu sais, veux pas, c'est un...
c'est qui a... C'est ChatGPT, je pense, qui a acheté le droit de crawler Reddit. Là, genre, Google aussi, ils sont plusieurs. Là, oui, parce que, tu sais, ouais. c'est une manne d'informations. Puis ce qui est fascinant, c'est qu'il faut que tu puisses lire en anglais, parce qu'en français, il n'y a pas trop de trucs. Là. Ouais. Puis, tu sais, la clientèle qui consomme ça, ben, je trouve que c'est le meilleur algorithme parce que c'est ranké par pertinence. Ouais. Fait que ton upvote, c'est... Crime, c'était donc bien une bonne réponse. Upvote, tu sais. Je trouve ça intéressant que tu parles la langue. Si la barrière de la langue, elle va comme un peu s'éliminer avec le temps, dans le sens que, ben, on le voit là, avec les ChatGPT, tout ça, les IA qui sont capables de traduire vraiment rapidement, instantanément, en fait, puis de façon très pertinente. Là. Oui. On s'entend, on n'est plus à Google Translate, là, dans le sens que, je sais pas si tu te rappelles, Google Translate, il y a 5-10 ans, tu fais une traduction, tu as la moitié à réviser, tu sais. Pourquoi? Parce qu'il traduit mot pour mot des trucs, fait que déjà, ça perd son sens. Mais en plus de ça, des fois, il va faire des erreurs, des trucs comme ça. Avec l'IA, honnêtement, c'est capoté quand est-ce que tu peux prendre un texte puis il va te le transposer dans la langue de ton choix de façon vraiment pertinente et en gardant le sens et tout ça, puis en faisant des parallèles avec certaines jokes qui va convertir vers une joke dans l'autre langue, peu importe. Fait que ce que je veux juste dire par rapport à ça, c'est intéressant aussi, quand on parle de la multiplication du contenu, mais c'est qu'en enlevant la barrière de la langue, c'est quand même fou comment tu ouvres Reddit ou toutes les plateformes communautaires comme ça, où l'idée, c'est le partage de connaissances puis tout ça, tu ouvres ça à tout le monde, tu sais. Fait que ça, j'ai hâte de voir ce que ça va amener aussi. Après ça, oui, tu sais, c'est là où il y a des études, il y a comme un truc qui est fait qui s'appelle le Global Trust Barometer à chaque année. Depuis comme, je sais plus combien d'années. Moi, ça fait 10 ans que j'enseigne, 10 ans que je l'utilise. À chaque année, je montre le rapport. Puis en gros, ils font l'évaluation de qu'est-ce que les gens considèrent comme étant... Global Trust, fait que c'est comme la pertinence ou la réputation, en gros. C'est quoi, c'est des entreprises ou c'est ce que tu consommes? Non, ils sondent les consommateurs sur... Concrètement, le genre de questions qu'ils vont leur poser, c'est parmi les choix suivants, quelle source d'information vous allez considérer la plus crédible? Ou quelle source d'information vous allez considérer la plus valide? Ou, etc. Ils posent comme plein de variantes comme ça. Puis ce que ça donne comme résultat, à chaque année, depuis les 10 dernières années, c'est qu'en fait, les choix, c'est genre un représentant du gouvernement, un expert, un vendeur, etc. Puis ce qui ressort tout le temps comme number one, c'est quoi, tu penses? Un ami? Presque, t'es proche? Une personne comme vous. Une personne comme vous. Puis une personne comme vous, c'est qui? Bon. Ben, une personne comme vous, c'est qui? C'est la personne qui met les reviews en ligne sur Google. Une personne comme vous, c'est qui? C'est la personne qui va répondre à ta question et qui va être très généreuse sur Reddit. Ou sur YouTube. Quand il n'est pas d'accord, puis qui m'explique pourquoi il n'est pas d'accord. Ouais, fait qu'il y a de quoi je trouve d'intéressant avec ça aussi, de comme là on fait des liens avec tout ce qu'on s'est dit à date. D'un bord, on comprend qu'il va y avoir une multiplication de contenu, que ça va être l'attention des gens, elle, n'augmentera pas. Donc on crée vraiment une économie de l'attention très très serrée, très forte. Après ça, d'un autre côté, on a cette tendance-là à se revirer de plus en plus vers des communautés en ligne, puis discuter avec les gens, qui est un peu un retour du pendule aussi, parce que moi, en 2007, ma première business, c'était un forum en ligne. Je t'ai jamais dit ça. Hein? Non! Ma première business, c'était un forum. Ça s'appelait FR Graphics. OK. C'était un forum. Moi, j'avais parti ça pour le fun. Je suis un designer à base. J'aimais ça faire du design graphique, des sites web, des logos, des trucs comme ça. J'étais comme crime, il n'y a pas d'infos. Il n'y avait pas d'infos nulle part sur comment faire. Fait qu'on avait parti une communauté où tous les designers d'un peu partout dans la francophonie québécoise au début venaient partager leur insight. On se faisait des tutoriels, on se faisait des défis, plein d'affaires de même. Puis, belle surprise. J'ai eu la même surprise que toi avec le podcast, ton YouTube et tout ça. Un moment donné, je me suis ramassé avec des gens d'Europe qui se connectaient, francophonie française, européenne, la France notamment. Puis, ils se connectaient. Puis là, un moment donné, on s'est ramassé, on était comme 3000 membres sur 2 fuseaux horaires. J'avais des modérateurs, puis tout ça. Puis, fait que tout ça pour dire... C'était Reddit. Là. En gros, c'était Reddit. C'était juste qu'on était dans une bulle à part. Puis ça s'appelait FR Graphics, mais c'était l'équivalent de R... forum de graphique, mettons, tu sais, qui existe peut-être, je sais pas. Tu cherches ta communauté, tu sais, dans le sens que tu cherches les humains avec qui tu veux interagir. Des intérêts communs. Tu veux te reconnaître, tu veux définir ton identité. Puis on dirait que moi, ce que je retiens de notre conversation, c'est 2 choses. C'est je vais te réinviter la saison prochaine. Je vais aller à ton podcast, mais c'est l'espèce de balance équivalente. Parce que moi, on dirait que je pensais beaucoup à la pertinence. Mais là, ce que j'ai compris, c'est l'authenticité. Parce que finalement, c'est vraiment... On dit tout le temps qu'il y a un humain derrière, mais on dirait qu'on ne prend pas le temps d'analyser qu'est-ce que ça veut dire. Puis si tu n'as pas l'authenticité avec la pertinence, tu as vraiment juste la moitié de la recette. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, être pertinent, là, je vais te donner un exemple. Je cherchais avant les fêtes une paire de souliers pour courir l'hiver.
Jamais fait ça, courir l'hiver. OK. Je cours tout l'été, tu sais. Je m'inscris à un marathon, un 10 km. Excusez, je ne vais pas dire marathon, mais vous comprenez le principe. Je m'inscris généralement un 10 km en septembre. Après ça, je tire la plug, là, rendu en novembre, quand il commence à faire fret, puis tout ça. Puis le problème que j'ai, c'est que je recommence tout le temps à zéro. C'est raide, ouais. Fait que là, quand je recommence en mars, avril, mai, ça dépend des changements climatiques. Maintenant, on commence plus tôt, mais quand je recommence à zéro, puis c'est raide. Fait que là, je suis comme, OK, je vais chercher une paire de souliers pour courir l'hiver. On va sur Google, je cherche, of course, en anglais, parce qu'en français, il n'y a rien. Je trouve pas grand-chose. Est-ce qu'on va pouvoir faire la recherche en français bientôt, justement? Ben, tu sais, j'aurais pu faire la recherche en français. Non, mais c'est juste avec que je ton sais qu'il n'y a Google pas de contenu. Translate que tu parlais. Ben oui, parce que là, ils s'en viennent avec les AI Overviews aussi. Fait que là, tu as les synthèses générées par IA, que j'aurais eu une réponse de ce style-là, probablement, que tu vas comprendre. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis reviré vers ChatGPT, puis j'ai posé la question. Je me cherche une paire de souliers pour courir l'hiver, puis tu m'as recommandé des modèles, m'expliquer, nanana. Puis j'aurais envie, il faudrait que je te sorte la réponse, mais tu sais, littéralement, réponse super concrète. Voici les astuces, voici les trucs que tu dois considérer, puis je te recommande les 5 modèles suivants. OK. Fait que je prends les 5 modèles. Nous, on a comme client l'accordé. Fait que je m'en vais sur l'accordé, je regarde quel modèle ils ont, tu sais. Je prends le modèle qu'ils ont, les Salomon, je sais plus quoi. Puis Speedcross. ouais, exactement. T'aurais dû m'appeler, man. Tu l'aurais dit. Non, mais tu sais. Une personne comme vous. Une personne comme vous, ouais. Mais ce que j'ai trouvé fascinant, en fait, c'est qu'il m'a tout expliqué, il m'a donné les modèles, tout était là. Puis honnêtement, j'ai fait mon achat, puis je suis super content, super satisfait. Fait que la pertinence était là, tu sais. Par contre, dans un monde où ce qu'on va transitionner vers tout du contenu généré comme ça puis des réponses comme celle-là, ben, ce qui va rester généré par un humain, ben, je pense que ça va passer beaucoup plus par l'authenticité parce qu'en gros, comment est-ce que tu peux compétitionner contre ça? Un ChatGPT qui te dit littéralement voici les 5 modèles, tu sais. Y avait-tu une hallucination dans les 5 modèles? Ben là, je suis pas assez expert pour ça. Il faudrait que je t'envoie la réponse qu'on l'évalue ensemble. Je serais curieux. Ça serait intéressant. Puis ça, by the way, ça fait un autre parallèle intéressant. Puis là, je m'excuse, je pensais pas que ça deviendrait un épisode sur l'IA, mais en même temps, c'est quelque chose qui me fascine. Puis je pense que c'est dans l'air du temps, là, tu sais. C'est nouveau. Mais ouais, c'est ça. Puis juste un autre fun fact, tu sais. J'étais allé voir une conférence récemment, Salon Connexion, c'est organisé par Les Affaires, puis il y avait une conférence que j'ai trouvée super intéressante, je me rappelle plus c'était par qui. Bon, peu importe. Puis ce qu'il disait, c'est qu'il disait, ben, ce qu'on commence à remarquer, en fait, c'est que la réponse d'une IA générative comme ChatGPT ou même, pense, Midjourney, tous les outils qui permettent, par exemple, de générer des images, générer des vidéos, ben, est généralement interprétée par un novice comme étant, genre, impressionnante, vraiment fascinante, c'est ça. Pertinente. Ouais. Puis est généralement à l'inverse interprétée par un expert comme ah ouais, c'est super cool l'image, mais je sais pas si t'as remarqué, mais l'humain, il a 6 doigts en spaghetti. C'est ça. C'est comme quand je pose des questions de bike fitting. Quand je pose des questions de bike fitting à ChatGPT, je l'ai fait 2 mois puis j'ai arrêté parce que je veux dire, c'était ridicule. Pas c'était ridicule, c'était très bien pour un novice, ça donnait des bons trucs de base, mais il n'y avait pas de profondeur parce que je veux dire probablement qu'il n'existe même pas assez de données pour crawler puis réfléchir à ce qui se passe pour vrai dans une méthode comme ce qu'on utilise qui est comme tout à fait. Ouais, c'est ça. Fait que par un expert, ça va toujours avoir de l'air. C'est ça, ouais. Fait que tout ça pour dire que la pertinence en soi, je pense que c'était pertinent la réponse de ChatGPT. Est-ce que c'était authentique? Est-ce que ça avait tout le contexte qu'il fallait? Est-ce que, tu sais, clairement pas. Fait que là, je me suis débrouillé avec ça parce que je suis early adopter. J'essaie de comprendre quand est-ce qu'il me ment, quand est-ce qu'il me dit de la vérité. Mais tu sais, je pense qu'on va vite, comme, il va y avoir une courbe là, assez rapide de descendante. Fait que ce qu'on va faire, c'est comme un peu le funnel, dans le sens qu'on va s'adresser à quelque chose de génératif au début pour avoir une idée de où on s'aligne dans notre recherche, pour moins perdre de temps. Puis après ça, on va aller genre de plus en plus vers de l'expertise. Mais l'expertise va être aussi crawlée par le data. Je sais pas trop. C'est là, puis où ce que, tu sais, encore là, on va dans les nouvelles tendances, comment va être le futur du marketing selon moi. Je pense que dans la création de contenu, un outil comme ChatGPT, là où il y a la plus belle opportunité, c'est d'utiliser pour faire du reverse brainstorm. Tu sais, faire des remue-ménages, mais inversés, dans le sens que, ben, tu vas lui poser des questions, genre comment faire du bike, tu sais, comment faire un bike fit ou peu importe, ou j'ai des douleurs au genou en courant, qu'est-ce que nanana. Puis un expert va être capable d'aller regarder cette réponse-là, puis dire, ben regarde, ce qu'il dit pas, c'est mon contenu. Fait que là, je te donne une autre astuce. Là. Pour les prochaines années, je pense que ce qui serait intéressant pour Physiophilo, par exemple, c'est d'aller regarder toute la surface avec... Ouais, note ça. Je note ça. Reverse brainstorm, d'aller regarder...
sais, de regarder toute la surface, en fait, avec un ChatGPT, ce que tu n'aurais jamais pu faire avant, parce que faire ce travail-là, ça aurait été des heures de regarder des threads sur Reddit. C'est genre le travail des recherchistes. Le travail de recherchiste, un peu, ouais. Puis ça, c'est un truc, hein, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de... j'étais comme invité récemment à une espèce de tournage Télé-Québec où ce qu'ils voulaient montrer aux gens comment... c'est une émission, ça s'appelle Ça vaut le coup, quelque chose comme ça. Fait que c'est autour de la... consommation. Ouais. Puis, tu sais, il voulait montrer comment on peut utiliser les IA génératives pour mieux consommer, s'informer, puis tout. Puis, je pense que j'ai pas pris la tangente qui s'attendait, tu sais. Parce qu'ils s'attendaient, j'arrive en mode, regardez comment c'est le fun, regardez comment c'est épique. Genre, voici, prends une photo de ton truc, puis ça va tout t'expliquer, puis tout ça. Puis, tu sais, ce que j'ai essayé de démontrer, en fait, c'est surtout de développer le sens critique des gens, de dire, regarde, il y a 30% de ce qu'il va dire, premièrement, c'est un mensonge. Puis l'autre 70%, c'est la surface. Fait qu'en gros, tu sais, si je reviens à la base, ben, je trouve qu'on accorde trop d'intelligence à l'intelligence artificielle en ce moment. En gros, c'est quoi? C'est des outils de synthèse et des outils de prédiction. Fait que qu'est-ce que ça fait concrètement? Ça fait une synthèse, un remâchage de tout ce qui existe déjà. Puis ça prédit en fonction des mots que tu lui donnes, les mots qui sont les prochains plus probables. Fait que si tu dis bike fit ou tu sais douleur, genou, course, ben lui, il va aller prendre la synthèse de l'existant, puis il va être ramené ce qui, selon lui, est le plus probable. Puis ben là-dedans, il y a clairement toute l'expertise que moi qui est peu probable parce qu'on il l'a pas. Parce que c'est dans ta tête, parce que ça, puis parce que c'est dans de la vidéo un peu partout, c'est dans des threads sur Reddit qu'on sait pas faire la différence entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Fait que tu sais, c'est là, quand tu comprends ça, tu comprends pourquoi Google, quand tu lui poses la question comment il épaissir ma soupe, il dit met de la colle, tu sais. Parce qu'il a trouvé ça quelque part sur Reddit, là. Fait que, on dit des hallucinations, mais il hallucine pas vraiment, en fait. Il fait juste répéter des trucs qu'il a déjà vus à quelque part puis qu'il n'a pas réussi à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Ouais. Clairement. Hey, Gab, je m'excuse, là, tu pourras couper... Excuse-toi pas. Tu pourras couper les parties trop longues sur l'IA, là. Non, ben, je coupe rien. Mais tu me renvoyeras, moi, je vais les mettre sur mon LinkedIn. on va faire exploser ton LinkedIn, mais merci, là, c'était vraiment généreux. Ouais. Puis, je pense qu'une fois par année, il va falloir qu'on fasse le compte-rendu de ce que j'ai fait comme erreur dans l'année dernière, mais là, au HEC, c'était fascinant. Merci pour l'opportunité avec les étudiants de la maîtrise. Merci aux étudiants de la maîtrise, ils étaient vraiment cool. Fait qu'écoute, je te dis à la prochaine, puis si les gens ont des questions, ils peuvent les mettre en commentaire, puis ils peuvent t'écrire aussi, soit sur Click et Mortar et autres. C'est sûr que je suis un peu comme toi aussi, j'essaie de pas être tout le temps sur les réseaux sociaux. J'en ai pas sur mon téléphone par saines habitudes de vie. Fait qu'écoute, un gros merci. Y a-tu à part te dire qu'il faut vraiment que tu lances ton podcast, on pourrait demander aux gens c'est quoi l'angle. Mais là, t'as-tu une meilleure idée de l'angle que tu aimerais aborder? Déjà, je pense qu'on pourrait lancer la question. Je trouve ça intéressant, tu sais, de quoi vous avez envie d'entendre parler par rapport au marketing, la consommation. Parce qu'on a fait un survol de ce que tu connais. Un survol un peu de ça. Puis ben en tant qu'angle, je retiens quand même l'idée, je pense que, comme tu disais, c'est vrai, tu sais, faisons le cordonnier bien chaussé, puis je pense que faire une petite tournée client, voir de quoi eux, ils ont envie d'entendre parler aussi, je pense que ça pourrait être intéressant. Tu peux mettre la dernière case en bas, c'est seriez-vous intéressé à être un invité à notre podcast? Exact, there we go, on part comme ça. Ouais. Merci Gab. Ça fait plaisir. Ciao. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions si vous êtes déjà abonné à l'infolette Physio Vélo. J'ai vraiment aimé ma discussion avec Gabrielle et j'espère qu'elle pourra vous aider, vous aussi, à vous démarquer en ligne et à donner un sens à votre présence sur le web, de voir que c'est vraiment le premier pas à faire dans l'espace web intangible pour créer de la pertinence, de la curiosité, de l'authenticité. Je remercie beaucoup Gabrielle pour son temps et j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. À bientôt!